Et bienvenue dans Tout le monde peut réussir, le podcast qui vous plonge dans l'univers fascinant des métiers et des parcours de vie inspirants. Chaque semaine, explorons les histoires de celles et ceux qui ont su transformer leur passion ou leur mission de vie en carrière. Car oui, vous aussi, vous pouvez réussir. Ensemble, découvrons ces témoignages qui vous prouvent que tout est possible. Prêt à t'inspirer ? C'est parti! Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Julien, Valentine, vous êtes les créateurs de Homey Bartenders. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la société ? Avec plaisir. Bien sûr. Donc Homey Bartenders, c'est une société d'événementiel spécialisée dans les bars à cocktails mobiles. Donc l'idée, c'est de se déplacer chez les particuliers et les professionnels pour leur proposer des prestations haut de gamme de bars à cocktails mobiles. Donc l'idée, c'est qu'on se déplace vraiment avec tout le matériel. C'est des prestations clés en main et sur mesure, donc qui incluent le bar, les barman, toute une verrie élégante et adaptée à chaque cocktail. Et on travaille qu'avec des produits frais et faits maison. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir créer une vraie expérience cocktail directement chez le particulier ou dans l'entreprise, que ça soit pour un gala, lancement de produits, etc. Donc créer vraiment l'univers cocktail directement sur le lieu de l'événement. Ok, excellent. Ce qu'on aimerait savoir, c'est un peu quel type d'élève vous pouviez être à l'école, donc connaître un peu votre parcours scolaire. Ok. Le but de ces questions-là, ça va être que les gens puissent s'identifier à vous et se reconnaître dans votre expérience, connaître aussi votre environnement familial, bien sûr, parce que ça peut compter aussi dans votre réussite ou non. Ça peut être l'environnement au quotidien, mais comme le soutien, ça peut être plein de choses, quoi. Ok, très bien. On vous laisse un peu répondre là-dessus. Vas-y, si tu veux y aller. Ok. Écoutez, moi j'ai eu une enfance, une très belle enfance. Je suis très contente de mon enfance. J'ai eu beaucoup de chance. J'étais dans une famille très aimante et j'étais une élève assez bonne élève, un peu l'élève modèle, jusqu'à ce qu'on appelle l'adolescence. Où là, ça s'est un peu gâté. Mais bon, c'était assez modéré quand même. Donc voilà, les bêtises que peut faire une adolescente classique. Et Julien ? Non, mais en termes d'enfance, écoute, j'étais plutôt satisfait d'être dans la famille dans laquelle j'étais. Je trouve qu'on était... Non, mais c'est vrai. Mais tu y es toujours, hein. J'y suis toujours, c'est vrai, j'y suis toujours. Non, c'est vrai que je suis très content, quoi. J'étais dans une famille où on manquait de rien. J'ai cette chance-là d'être accompagné dans tous les projets que j'avais, les envies que j'avais. Et ça s'est poursuivi aujourd'hui jusqu'à la création de cette société. Donc, je suis content d'avoir évolué dans ce cadre qui m'a beaucoup apporté. Donc, voilà. Et est-ce que tu étais un bon élève ? J'étais pas nécessairement un bon élève. J'avais des bonnes notes, mais je travaillais pas assez. Est-ce que tu penses que les profs te voyaient là où t'en es aujourd'hui ? Non, ça c'est sûr que non. Comme beaucoup d'entre nous, je pense. Ouais, c'est sûr. Ils seraient surpris. Maintenant, on va passer un peu sur la question des premiers emplois et études que vous avez décidé de suivre pour savoir si vous étiez destiné vraiment au monde du cocktail, savoir si même vous avez eu des emplois en rapport, savoir d'où vient un peu toute cette origine au niveau de Homey Bartenders. Alors moi, je crois que j'étais pas tout à fait destinée à créer Homey Bartenders. J'ai fait un bac ES, donc plutôt calé économie, sociologie. J'étais assez intéressée par les deux. Et je me suis dirigée vers le commerce, en fait, vers le commerce international. Et ensuite, j'ai décidé de faire une année où je prenais du temps pour faire quelque chose qui me tenait à cœur. Donc travailler dans un centre de demandeurs d'asile. Donc c'était très enrichissant, complètement différent, dans Paris. C'était une très belle expérience, à tout point de vue, au niveau humain et professionnel. Et ensuite, j'ai fait une licence économie et sociologie. Encore, je suis revenue vers ça. Et j'ai terminé par un master en supply chain. Donc la supply chain, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. C'est la planification, logistique, achat. Donc vraiment tout au long de la chaîne de production, comment gérer, organiser et piloter tout ça. Donc, comment est-ce que j'ai fait Homey Bartenders dans tout ça ? En fait, en parallèle de mes études, j'ai toujours travaillé pour pouvoir payer les études notamment, donc dans des bars, des restaurants. Et c'est comme ça qu'est née cette appétence pour le monde de la restauration, du bar et tout particulièrement des cocktails. Ok, c'est dans ce cadre-là que vous vous êtes rencontrés. Ouais. Exactement, ouais. Donc pour ma part, j'ai commencé donc avec un bac STMG
qui était très mal vu à l'époque. Je crois qu'il est toujours mal vu d'ailleurs. C'est un peu vu comme la filière poubelle ouais, sur laquelle on balance les élèves. Exactement, voilà. Et donc je suis très fier d'être allé parce que finalement c'était parmi les meilleures années de ma vie. On avait une super classe avec une très bonne ambiance. On travaillait très bien. Et non, c'était vraiment très formateur, on va dire, parce que après j'ai fait donc une école de commerce. Donc je suis parti pendant 1 an d'abord à Hong Kong faire une espèce de gap year, 1 an dans lequel je suis appris le mandarin, l'anglais et je me suis préparé au concours d'entrée pour les écoles de commerce. J'ai fait 5 ans en école de commerce, j'ai rencontré beaucoup de monde, plein de personnes. J'ai fait un master en finance. Et donc pendant ce master, je bossais, donc c'est-à-dire que je me suis jamais arrêté de travailler pour, on va dire, du début de mes études jusqu'à la fin, où j'enchaînais des petits boulots à gauche à droite, notamment dans un bar dans lequel on s'est rencontrés, qui était un bar géré par 2 frères américains. Donc c'était assez cool parce qu'on voyait un type de management qui était complètement différent, avec qui travaillait pour le coup par contre des produits vraiment français et des produits donc de petits producteurs, quali, etc. Et ça nous a vraiment mis dans un contexte qui nous a fait kiffer, où on était vraiment dans le lieu avec que des bons produits. Ça nous a donné envie de faire un peu la même chose, de travailler sur du bon produit. Et c'est un peu, pas grâce à eux, mais ça nous a beaucoup aidé, en tout cas inspiré. Ouais, c'est ça. C'est dans ce contexte-là qu'on a vraiment appris à travailler avec les bonnes personnes, les petits producteurs, les producteurs locaux, avec de bons produits, comme tu as dit. Ouais, l'importance d'avoir des bons fournisseurs. C'est ça. Et ça a nourri chez nous l'envie de travailler vraiment avec des fournisseurs avec lesquels on est proche. On sait exactement d'où viennent leurs produits, ils nous expliquent leur savoir-faire, comment ils fonctionnent, etc. Et on s'est intéressé à plein de sujets. Donc aux bières artisanales, parce que le bar était spécialisé dans les bières artisanales notamment. Et les vins aussi de petits producteurs, les jus de fruits... Enfin, plein de choses, le café aussi. Ouais. Et les cocktails. Et en fait, les cocktails, ils n'avaient pas une carte très développée de cocktails. Et nous, on s'était pris de passion pour les cocktails pendant le confinement. On ne se connaissait pas encore tous les deux. Mais on avait nourri cette passion, parce que c'est vrai qu'on était tous confinés, c'était une période super particulière. Et donc, on avait découvert cet univers-là. Et quand on s'est rencontrés, dans ce bar, on a décidé de refaire la carte à cocktails, parce qu'elle était assez limitée. Et donc là, on l'a vraiment étoffée. On a commencé à faire des créations tous les deux. Ok, sympa. Et c'est là qu'est né un peu ce... Ouais, c'est là en fait qu'on a fait de cette passion commune. On va dire la première chose qu'on a eue en commun, c'était vraiment cette création-là de cartes à cocktails. Et depuis cette création, on a vu qu'il y avait vraiment des très bons retours. Les clients du restaurant, du bar venaient nous voir, dire les cocktails ils sont super sympas, la verrie était réfléchie, les ingrédients étaient réfléchis, les cocktails étaient bons. Donc on avait vraiment eu des bons retours à ce niveau-là. Et quelques temps plus tard, on a arrêté tous les deux de travailler dans ce bar. Par hasard, j'ai une amie qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a dit « Tiens, je sais que tu faisais du bar, mais je recherche quelqu'un à la maison pour les 50 ans de mes parents. » Et ils veulent à tout prix un barman à domicile. Mais ce que je trouve aujourd'hui sur Internet, c'est pas assez développé, c'est pas des bonnes offres, ça m'intéresse pas forcément, les prix sont élevés et je m'y retrouve pas. Et je lui ai dit « Écoute, j'ai jamais fait ça de ma vie, de me déplacer à domicile, faire des cocktails, mais je sais que ce que je fais, c'est bon. Je fais des bons cocktails avec des bons produits. Et si ça t'intéresse, je peux te proposer quelque chose. Je me déplace chez toi, je te propose une carte à cocktail, etc. Et on travaille ensemble. Donc elle a accepté. J'ai bossé la première fois sur cette prestation. Et donc c'était, on va dire officiellement, la première prestation. Pas Omi Bartender, parce qu'on n'avait pas encore créé la société, mais c'était vraiment juste pour rendre service à une amie. Et j'ai vu que les retours étaient vraiment unanimes. Tout le monde a adoré, les cocktails étaient bons, l'ambiance était sympa. Et je suis retourné voir Valentine, je lui ai dit mais ça a plu, c'était cool, c'est une trop bonne idée. Et on est partis ensemble en vacances. Et c'est de là que tout est né. Que tout est né. On était un peu loin de tout, dans un environnement neutre. On était au ski, c'est cool, l'air de la montagne, ça rapportait plein de choses. Et c'est de là qu'est né Omi Bartenders. On s'est dit allez, il faut qu'on trouve un nom, il faut qu'on trouve un truc, on se lance. Et on a lancé le projet comme ça. Voilà. Ok. Mine de rien, c'est hyper intéressant de voir comment, parce que énormément de gens se perdent un peu dans des petits boulots, etc. et font ça un peu de manière un peu chronophage sans forcément aimer ce qu'ils font, même si c'est pas forcément, enfin je veux dire, la restauration c'est connu pour être quand même un taf alimentaire étudiant assez réputé, beaucoup de gens le font. Ouais. Et je pense qu'il y a assez peu de jeunes justement qui arrivent à s'identifier, à trouver un truc qui les intéresse même dans cette branche, foncièrement, même si ce n'est qu'un taf alimentaire, mine de rien. Ça montre qu'on peut en tirer des choses hyper intéressantes. Ouais, bien sûr. Moi, je pense que j'ai toujours eu cette appétence-là, parce que même mon stage de 3e, je l'ai fait dans un restaurant. Okay. Donc j'avais déjà cette
cette volonté-là de travailler dans ce milieu, j'ai failli faire un bac professionnel restauration, hôtellerie. Mais à chaque fois, je me disais toujours, allez, reste dans un cursus un peu généraliste, comme ça, tu pourras te retourner si tu changes d'avis. Donc j'ai continué. Mais après, hop, j'ai travaillé dans les bars des restaurants. Et finalement, en fait, ça finit toujours par revenir. Et cette volonté sous-jacente, elle est revenue avec Julien à travers les cocktails. Donc c'est génial. Trop bien. Est-ce que du coup, pour revenir un peu sur vos études, est-ce que du coup, sur cette période-là, vous avez eu des défis qui vous ont forgé et qui ont du coup créé un peu cet univers qui vous a aussi rapproché pour créer cette entreprise-là et cet esprit d'entrepreneuriat? Exactement. Et du coup, en termes de défis, moi je pense notamment beaucoup au voyage que j'ai fait pendant mes études. Donc directement après le bac, je suis allé pendant 1 an donc à Hong Kong. Hong Kong qui est quand même à l'autre bout du monde, donc les cultures qui sont complètement différentes. Et c'est vrai que d'arriver tout seul à l'autre bout du monde, ça forge, on apprend beaucoup de choses, on apprend des rencontres aussi, parce que mine de rien, le Hong Kong, à l'époque où j'y suis allé, donc c'était dans les années 2016-17, ouais, okay. 2017, c'était incroyable, il y avait vraiment pour moi le monde entier qui vivait en harmonie là-bas, donc j'ai rencontré des gens du monde entier, et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de ces expériences-là, on sort complètement de notre zone de confort. Ouais, c'est d'autres cultures. Complètement. On connaît rien, on connaît pas l'endroit, on connaît pas la langue, même si c'est vrai qu'ils parlent quand même pas mal anglais, surtout les jeunes, mais c'est vrai que c'était une culture qui était complètement différente et on sort complètement de cette zone de confort, il faut apprendre, on réapprend tout en fait. C'est okay. Comme savoir faire du vélo avec les 2 roues et on te met sur le vélo sans les roues, tu vois, c'est un peu la même chose, tu as l'impression de savoir faire quelque chose et t'arrives, tu sais plus du tout faire. Okay. Et c'est un peu cette idée-là donc je pense que les voyages, ça m'a beaucoup appris. Je passe d'une maison qui était plutôt sympa en région parisienne à un appartement, c'était une boîte à chaussures qui n'est même pas 9 mètres carrés, avec des rats, des cafards, des choses comme ça. Vraiment plein cœur de Hong Kong, donc c'était sympa. Ouais, mais ça, tu vois, ça forge. Ouais, et on sort de cette zone de confort et c'est vrai que on apprend beaucoup de choses. Et il faut avoir les épaules, mais je trouve que avec du recul, t'en tires du positif. Et ça te forge d'une certaine manière, et c'est vrai que ça, dans l'entrepreneuriat, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui est super important, et c'est là où moi, je pense, il y a les meilleures expériences. Ouais, ça te permet de travailler ton adaptabilité derrière. Complètement. Tu peux totalement t'adapter à tout type de clients, à tout type de culture, du coup, puisque tu en connais des différentes. Ouais, parce que surtout dans le milieu professionnel, on est habitué à côtoyer des gens qui viennent de milieux totalement différents, donc c'est clair que c'est une expérience qui est très enrichissante pour ça. Complètement. Et toi, Valentine ? Moi, j'ai pas connu les rats et la boîte à chaussures, mais donc les défis vont être plus soft, je pense. Qu'est-ce que j'ai connu comme défi ? Moi, mon principal défi, ça a été de me focaliser sur quelque chose, sur un domaine. Parce que je partais un peu dans tous les sens. Super intéressant. Donc, d'abord un BTS en 2 ans. Ensuite, il faut reprendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait après le bac ? Ensuite, il faut reprendre une décision. Du coup, je prends une année vraiment pour moi, pour faire quelque chose qui me passionne. Donc, je vais m'occuper de gens qui sont en difficulté et qui ont plein de cultures différentes. Ça, c'est génial. Bim, il faut se reposer la question à l'issue de cette année. Qu'est-ce qu'on fait ? Une licence. Et ensuite, la question finale, fatidique du master. Chaque année, en fait, j'avais l'impression que ça retombait. Et je me disais, bon, on m'a toujours dit, un jour, tu vas savoir ce que tu veux faire. Mais il arrive quand, ce jour-là ? Il arrive quand ? Parce que sortie de bac, je sais pas. Sortie de BTS, je sais pas. Je savais jamais. Donc, jusqu'à ce que... En fait, je pense qu'on n'a pas une seule mission de vie ou une seule voie. Ouais, mais c'est certain que non. On peut avoir plein de parcours différents. On est des êtres très complexes, on aime plein de choses. Et je trouve ça complètement OK de partir dans une filière et finalement tomber dans un autre domaine. Donc, voilà où m'ont emmené tous ces défis. Et puis, l'autre défi que j'ai rencontré, c'était aussi de cumuler beaucoup de choses, beaucoup d'heures entre les études, les stages, les mémoires, le travail à côté. Donc ça, c'était assez intense. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que ça m'a appris à surmonter une grosse charge de travail sans problème, quoi. Ok, très cool. Qui est super important dans l'entrepreneuriat, mine de rien, de travailler beaucoup d'heures, pas compter ses heures et ne rien attendre en retour. C'est indispensable, je pense, de toute façon. Si tu commences à te dire, vas-y, je m'arrête à 35 heures, je pense que là, aujourd'hui, c'est impossible. Vous seriez comme si vous étiez parti 3 mois, les 3 mois du début, alors que ça fait plus d'1 an complètement. Que vous taffez à fond dedans. C'est même 2 ans. Oui. Ouais, presque 2 ans. Ouais. Et puis c'est bien parce que vos parcours, ils sont similaires en certains points et à la fois complémentaires. Je trouve ça hyper intéressant. Du coup, on comprend un peu comment vous vous complétez dans le schéma de l'entreprise.
Je trouve ça hyper cool. En fait, la complémentarité, je trouve, dans une association, c'est ce qu'il y a de plus important. On est deux, et être deux, c'est une vraie force. C'est-à-dire que quand on arrive à être complémentaires, c'est, pour moi, je trouve, la plus grande force de Homie Bartenders aujourd'hui, c'est Valentine et moi. Le fait qu'on soit deux, que quand il y en a un qui aille mal, qui aille pas bien, l'autre puisse l'aider. Quand il y en a un qui est pas au top, l'autre, hop, il remonte la barre. C'est vraiment ça, en fait, l'idée. Et que quand on est tous les deux au top, et c'est là que ça fonctionne, c'est là que ça cartonne, et c'est là que c'est ouf, quoi. Et donc, du coup, on n'est jamais tous les deux en même temps en bas. Ouais, donc vous avez cette espèce de balance d'équilibre. Exactement. Donc ça, c'est la première force, on va dire, pour moi, d'être associé, d'être deux dans un projet. Et les forces qui émanent de ça, c'est aussi d'avoir un duo complémentaire. Donc aussi bien sur une formation initiale de supply chain qu'une formation de finance. On arrive tous les deux aujourd'hui à rajouter, vraiment à mettre en application la théorie dans quelque chose de concret avec des vrais enjeux financiers. Et ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Ah oui, là, c'est une vraie mise en pratique de nombreux cours qu'on a eu, ça c'est sûr. Et justement, vous avez dû forcément vous mettre beaucoup de pression au début quand vous avez créé Homie, etc. Et je sais que vous avez une passion un peu commune qui a pu peut-être permettre d'externaliser un peu tout ça. Est-ce que vous voulez en parler ? Ouais, on peut en parler, pourquoi pas. Ouais, ça peut être sympa. Vas-y, je t'en prie. Alors, n'ayez pas peur, faut pas freiner les gens, mais on fait du Krav Maga. Mais on est non violent. Donc on fait tous les deux du Krav Maga. Moi depuis 3 ans et Julien depuis des années. Ça fait depuis 10 ans. Et c'est vrai que non, mais en vrai, on n'en parle pas assez, je pense, ou alors on commence à... Enfin, je trouve que c'est intéressant d'en parler, en fait, dans l'entrepreneuriat et même de manière générale du sport. Le sport, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je trouve que ça apporte énormément de choses. Ça apporte beaucoup de persévérance. Ouais. Ça apporte une certaine discipline. Est-ce que tu as d'autres choses que ça peut apporter pour toi, le sport ? La confiance. Beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance. Surtout un sport de combat, en tout cas comme ça, d'être confronté 3 heures par semaine, à des coups de poing, des coups de pied, etc. En fait, c'est vraiment, en tant que femme en tout cas, c'est vraiment génial pour notre vie de... Des coups de poing, des coups de pied, c'est génial. Non, mais c'est très mal dit, mais en tout cas, quand on sort dans la rue, on a plus confiance en nous. Au travail, on a plus confiance. Voilà quoi, petit à petit. Et puis même en dehors de tout ça, pour tous les sports en général, je pense que ça aide aussi à se décharger, à se déconnecter. C'est un moment qu'on fait pour soi-même, pour soi, où on se décharge, on se donne physiquement, mais autre que dans le projet dans lequel on est à 100% le reste du temps. Tout à fait. Comme tu dis, on coupe complètement. On pense plus, c'est vraiment un moment où on fait ça pour nous. C'est vraiment notre corps qui travaille et notre esprit arrête de penser dans tous les sens à l'entreprise, qu'est-ce qui se passe, etc. On coupe vraiment. Je pense que c'est un des seuls moments où on ne pense pas à la société. Ouais, où vous vous mettez vraiment à 100%. Ouais, quand on dort aussi. Ouais, et non, même pas. Je sais qu'il y a des... Ouais. Vraie question, parce que je pense que c'est un peu le nerf de la guerre pour tout le monde, mais est-ce que c'est le seul moment où vous n'avez pas vos téléphones avec vous pour répondre à des clients ? Ouais, 100%. Ah oui. On part en week-end, je sais qu'on est sur le téléphone. On peut nous appeler un dimanche, on peut nous appeler un samedi. On est sur nos téléphones. Quand on reçoit un mail, quand on reçoit des demandes de clients, des demandes de devis, etc., ouais. Mais c'est jamais à reculons. Hein. Nous, c'est avec plaisir. On est tout le temps bien sûr. super heureux. C'est pas grave que ce soit un samedi, un dimanche. Ouais, non, c'est vrai. On dit ça, on va recevoir des appels là, dimanche à minuit ou 1h. Non, mais c'est vrai que c'est important de savoir aussi d'avoir des moments pour soi où vraiment on déconnecte de ce truc-là, même si c'est pas longtemps. Ça permet vraiment de se détacher à 100% et que du coup, vous savez que quand vous faites votre sport, il n'y a pas votre téléphone à côté qui peut sonner et du coup, de vous sortir de cette bulle-là où justement c'est le moment pour vous. Ouais, complètement. Ça, c'est vraiment le sport. Je trouve qu'il n'y a pas de meilleur échappatoire aujourd'hui au travail, aux ennuis, aux problèmes qu'on peut avoir dans la vie. C'est vraiment quelque chose qui est top. On se défoule et ensuite on revient. Et même, je trouve que c'est bien pour prendre du recul, réfléchir sur les problèmes qu'on a, réfléchir sur les problèmes que la société peut avoir, etc. Ça permet de prendre des meilleures décisions parfois. Quand tu réfléchis trop, tu es trop dans le truc. Et ça permet de te calmer et tu y retournes. Je trouve que ça peut être vraiment... Tu dézoomes, quoi. Ouais, exactement, c'est vrai. Tu as une vision de recul qui est plus intéressante. Je trouve que c'est cool. Même quand on veut pas y aller, à la fin, on se sent tellement bien, on est ressourcé, quoi. Donc, Et petit moment de félicitations, je crois que tu as passé un grade ce week-end. Merci. Est-ce que vous voulez une démo? Ouais, ceinture bleue, ça y est, c'est officiel. Bravo. Nice. Bravo. Félicitations. Top. Et Julien, le coach est fier. Je crois que... En 10 ans, il a quelques niveaux. C'est quoi ton niveau, Julien, juste pour Non, dire aux gens. c'est instructeur, donc du coup instructeur de Krav et niveau ceinture noire, voilà.
Juste. Juste ça. Simplement. Enfin, rien de bien. Petit à côté. Ça permet de faire deux choses en même temps sur les prestations. On vend des cocktails et on assure la sécurité de l'événement. Exactement. Voilà. On fait les videurs au moment où ça rentre et puis Exactement, ensuite. Petite excellent. question, forcément pour l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose. Enfin, ça peut être naturel, mais on a toujours des inspirations, des personnes qui nous ont inspirés, des œuvres, des livres, etc. Qu'est-ce que ça a été pour vous ? Moi, je pense que c'était ma famille. C'est-à-dire que j'ai toujours grandi dans une famille qui était plutôt du côté de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si c'est une chance, c'est une opportunité, ça dépend comment est-ce qu'on peut le voir. Mais je sais que mon père, c'était pour moi la plus grande source d'inspiration dans cette activité qui est arrivé en France et qui a monté sa société, on va dire, 5 ans plus tard après être arrivé. Donc je trouvais que c'était vraiment déjà une force d'avoir créé quelque chose après être arrivé en France en tant qu'immigré, etc. Son parcours, qui était donc sans études, pas de connaissances, rien du tout. Donc il partait de beaucoup plus loin que nous deux en fait. Et le fait d'avoir réussi à créer une société qui fonctionnait très bien, ça a été une grande source d'inspiration. Et c'est vrai qu'en fait au quotidien, grandir avec un père entrepreneur, c'est une force et c'est quelque chose qui apprend beaucoup. Et quand il n'y a pas de tabou, aussi bien sur le point de vue financier que sur vraiment tous les points de vue de l'entrepreneuriat, que ça soit sur du succès ou de l'échec, et bah c'est vrai qu'on apprend beaucoup. Et donc j'ai été baigné dans une famille, on va dire, d'entrepreneurs. J'ai appris, j'ai vu les échecs, j'ai vu les réussites, j'ai vu ce que ça pouvait rapporter, j'ai vu ce que ça pouvait rapporter, on va dire, financièrement, mais aussi en termes de stress. Même au bout de 15 ans d'une société qui fonctionne très bien, bah, y a toujours des choses qui peuvent être stressantes, angoissantes, des heures de travail à rallonge, etc. Et c'est vrai que ça, c'était une vraie source d'inspiration pour moi, de grandir dans une famille qui a connu l'entrepreneuriat. Ok, oui, c'est clair que c'est pas anodin déjà comme apprentissage, et puis même juste d'avoir une ouverture aussi grande. Je pense que c'est le cas d'assez peu de familles, malheureusement, en tout cas en France. On a énormément de tabous, et surtout sur l'argent. Donc c'est clair que d'avoir une bonne éducation sur les échecs comme les réussites, c'est très très bonne formation. Ouais, je suis d'accord, c'est important. Et puis, on voit beaucoup de choses aussi, c'est qu'on est dans une société qui, en tout cas la génération de nos parents prenait beaucoup plus le salariat que l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'il a un peu tiré son épingle du jeu, il a réussi à créer sa société, etc. Et donc ça m'a vraiment inspiré. Aujourd'hui, on arrive petit à petit, et je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour quelque chose. On arrive à faire un peu plus de bruit sur l'entrepreneuriat, à essayer de motiver les jeunes à créer des choses, à faire quelque chose. Mais c'est vrai que le salariat reste, on va dire, la voie idéale. Il faut faire 5 ans d'études, faut après rentrer dans une grande entreprise, monter les échelons, etc. Ça reste un modèle de réussite qui, je trouve, encore aujourd'hui, est plus respecté que les gens qui se lancent en entrepreneuriat. Parce que c'est la voie de la sécurité, et je pense que ça fait l'entrepreneuriat, en tout cas, et en tout cas prendre ce risque, entre guillemets, les gens en ont peur. Ouais. Et en général, on critique ce dont on a peur. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est... On peut en parler pendant des heures de ça, critiquer ce dont on a peur, c'est pas mal. Et puis comme ça reste quand même une minorité de personnes, les entrepreneurs, forcément, généralement, les minorités sont plutôt décriées que Oui, valorisées. Mais c'est vrai qu'on note quand même que ça change. Ça change énormément. C'est de plus en plus valorisé, l'entrepreneuriat. Oui, bah, c'est du coup ce que disait Julien, l'avènement des réseaux sociaux, ça a fait tomber énormément de tabous, ne serait-ce que l'argent, parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, pour les gens, quand tu rentres 10 000 euros sur ta société, t'as 10 000 euros. Non. Non. Non, ça Malheureusement. aurait été bien, dans C'est certains dommage. pays, c'est... Oui. Go Dubaï. Ça, des paradis fiscaux. C'est ça. Et pour toi, Valentine, du coup, ton approche de l'entrepreneuriat, pardon. Bah, complètement différente, parce que j'étais dans une famille où l'entrepreneuriat, je pense que ça n'a jamais été un sujet. D'ailleurs, je ne m'étais jamais posé la question de est-ce que j'entreprendrais dans ma vie ou pas. Évidemment que non. Évidemment que je serais salariée. Voilà, c'était couru d'avance. C'était pas une option. Et en fait, je pense que je fais vraiment partie de ces personnes qui ont été influencées par les réseaux sociaux. Donc, les gens comme Yomi, Gaël Garcia, Louise Aubéry, des gens qui vont vraiment entrepris sur les réseaux sociaux, qui se sont fait connaître comme ça et qui nous ont inspiré notre génération. Je pense qu'on a vraiment cette chance-là d'avoir beaucoup de modèles. Et moi, ça m'a permis de visualiser ça comme un projet. C'est-à-dire que quand on n'a pas conscience que ça existe, que c'est une possibilité, que ça peut être pour nous, jamais ça nous traversera l'esprit. Et en fait, ces gens sur les réseaux sociaux nous permettent de nous visualiser, nous, potentiellement, entrepreneurs.
chose qui n'était pas du tout le cas pour toi, Julien, étant donné que toi, ton père était entrepreneur, donc c'était une voie possible pour toi. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Après, tu l'envisages pas forcément tout de suite. Enfin, moi, je sais que je fais de la vidéo depuis 10 ans maintenant. Au début, même si mon père est musicien et il est à son compte, il a un statut un peu particulier, mais grosso modo, il est à son compte, c'est comme avoir une entreprise. J'ai mis extrêmement longtemps avant de me dire, mais en fait, là, j'ai été payé. Je pense que comme un peu tout le monde, commencé au lycée à gagner un peu d'argent, etc. J'ai commencé à faire des petits clips. Et de se dire, ah ouais, donc en fait, je peux gagner de l'argent avec ça. Enfin, même la pression de la société globalement, même en ayant baigné dans un monde avec des indépendants, parce que ma mère et mon père sont indépendants, même moi, j'avais pas cette image-là de, ah ouais, en fait, je peux vivre et gagner de l'argent avec ce que j'aime. Ouais, ça c'est beau ça. Ouais, mais c'est mine de rien, même pas forcément en ayant un entourage en tout cas qui pousse dans ce sens-là. C'est globalement la pression de la société nous encourage à vraiment faire des études. Avec Maxime, on s'est retrouvés aller dans la même école en première année, qu'on a arrêté après parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas du tout, même si ça nous a plu tous les deux, c'était pas du tout le schéma qui nous correspondait. Après, ça nous a apporté beaucoup de contacts, beaucoup d'amis et des gens avec qui on bosse encore aujourd'hui. Donc, bien sûr, et du recul. Enfin, moi, je sais que c'est ce que ça m'a permis de me rendre compte que vraiment, je voulais pas faire 5 ans d'études et travailler à mort à côté. Je me suis dit autant y aller à fond. Et puis au final, quand on voit le taux de chômage des gens qui ont continué à faire les 5 ans, on n'est pas non plus... C'est vrai que ça fait peur. Mais le plus important pour moi, c'est d'en tirer du positif. C'est-à-dire que toute expérience apporte du positif. Tu peux avoir vécu quelque chose de vraiment très négatif et très difficile à vivre, ou alors juste un échec. Le plus important, c'est d'en tirer du positif. Aujourd'hui, avoir fait 1 an d'études et se rendre compte que c'est pas ce qu'on aime, pour moi, c'est un succès en fait. Tu pars de... C'est un échec au vu de la société, mais pour moi, c'est vu comme être un succès, c'est se dire, bon bah tiens, je suis pas allé au bout de ces 5 ans, c'est-à-dire que j'ai pas perdu 5 ans en fait. Non. T'as eu le recul de te dire, ok, là, en fait, faut que j'arrête. C'est ça. Et enfin, moi, je trouve ça plus intéressant qu'aujourd'hui, on a des potes qui sortent de 5 ans d'études et qui disent, bah, je veux pas faire ça. Ouais, c'est ça. Tu as fait beaucoup de réorientation aussi. Ouais. Et tu as fait 5 ans, tu vois. Tu as fait 5 ans, tu as été au bout des études. Alors, j'aime beaucoup les études, je valorise les études, mais je valorise aussi les gens qui prennent du recul là-dessus et qui ont le courage, pour moi c'est du courage, d'arrêter cette voie-là pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou se lancer dans des expériences, voyager, faire des choses. Je trouve que c'est une forme de courage et c'est voir d'un échec de la société et d'en faire une réussite. Ça fait d'accord. Ça c'est clair, je pense que tous les 4 on peut pas être en désaccord. Ouais. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais aussi sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on voit un peu de tout aussi. On voit des gens qui réussissent, des gens qui ont des millions, des gens qui vivent à l'autre bout du monde, à Dubaï, etc. Mais en fait, l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec ça. Pour moi, c'est une facette et c'est ça aussi qui est bien de voir, on va dire, l'entrepreneuriat à plus petite échelle. Donc pas voir l'entrepreneuriat des yachts, des jets privés, etc. tout de suite, mais voir l'entrepreneuriat du début, de la galère, de ce que c'est. Et c'est vrai que c'est bien de se rendre compte que ce qu'on peut aller, ça peut être un objectif, ça peut être, ou pas forcément, mais ça peut être, on a une vision, on peut y aller, ou on peut ne pas y aller, ça peut être un choix. Mais en tout cas, le fait d'avoir une vision sur les réseaux sociaux, ça peut aider. Mais je trouve que c'est important d'avoir ces deux visions-là, des réseaux sociaux et la vision plus proche de soi. Et c'est là-dessus où on était assez complémentaires. Et le fait je pense aussi de s'associer, ça a permis de beaucoup apprendre là-dessus sur ce que c'était réellement l'entrepreneuriat. Justement, on va rebondir là-dessus de quand vous étiez au ski, que vous avez décidé de vous associer, que vous aviez l'idée donc de lancer OMI Bartenders. Mais quel a été le déclic vraiment pendant que vous étiez au ski? À quel moment vous vous êtes dit ouais vas-y là go on y va, tu vois? Sur une piste noire. Il y a eu un shot au bar et en fait c'est ça. Ouais c'est ça, 3 pintes et puis c'est parti. Une addiction à une passion. Non mais écoute, ce qui nous a motivés, bon alors déjà on commençait déjà à avoir un peu l'idée juste avant le ski de se dire cette soirée, en fait on faisait un peu, c'était juste avant de partir au ski qu'on a eu cette première soirée où j'ai été contacté par une amie pour travailler en tant que barman chez elle pour les 50 ans de ses parents. Et donc on a un peu fait le feedback, on a tous les deux fait un feedback de ce qui s'est passé dans le train
en allant au ski, donc 5 heures c'est long, on était occupés, on a pu parler de tout ce qui était cool, pas cool, sympa, voir comment ça fonctionnait, et en fait on s'était dit que c'était une expérience de dingue, et je pense que c'est dans le train à l'aller où déjà on a un peu semé l'idée de se dire, ok, je pense qu'il y a peut-être un truc à faire qui peut être sympa. Et après effectivement au ski, quand on skiait, on rentrait à l'appart, on disait, bon, faut qu'on reparle quand même de cette soirée, c'était sympa quoi. Et on reparlait, et on en reparlait. Ça a été le thème de la semaine et vous vous êtes dit à la fin, en fait. C'est une vraie envie naissante, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, je me souviens, on se mettait c'était une sorte de petit chalet où tout le monde va boire son petit chocolat chaud vers 16h, fin des pistes. Et du coup, nous, on se mettait donc, tout le monde était à la cool, hein, billard, chocolat chaud. Nous, on était avec nos 2 ordis, comme des fous, en train de chercher des slogans, des noms d'entreprises, tout ce qui est au niveau de la communication. Donc ça, c'était l'éclate de savoir qu'est-ce qu'on allait proposer comme offre. Donc, ce qui a totalement changé en 2 ans. C'est pas du tout ce qu'on projetait. Donc c'était hyper drôle. On préparait donc qu'est-ce qu'on allait proposer, 3 menus différents. Je me souviens même des noms qu'on avait en tête complètement bizarres, les noms d'entreprises auxquels on a pensé, le logo. Enfin, en fait, tout. C'était déjà le début des vacances, pas vacances. Ouais, c'est ça. Exactement. mais on kiffait. Donc on s'est dit, c'est mortel quoi. On travaille, on n'est pas en train de jouer au billard, mais on attend. Ouais, c'est vrai. L'important, c'est de passer des bons moments. Pas vacances, exactement. J'aime bien ça. C'est une bonne, c'est pas mal. Mais en fait, c'était limite devenu une addiction. On était sur les pistes, on avait hâte de prendre le dernier télésiège, rentrer à l'appart, prendre les ordis, bosser et se dire, ok, faut qu'on avance sur le truc, ça va être trop cool. Et franchement, c'était comme ça. Et le fait d'être 2, c'était une force. De se dire, c'était galvanisant quand on était à 2, j'étais emballé par un truc, hop, Valentine a été emballée aussi, et ça permet aussi beaucoup de se dire, tiens, je serais allé certainement dans une mauvaise direction, il y a quelqu'un qui te ramène un peu à la réalité, et ça c'est cool. Ouais, c'est un bonheur d'avoir toujours l'opinion de quelqu'un, c'est génial. Ouais. Et du coup, vas-y. Si tu te lances tout seul, en fait, t'as beau en parler avec tes potes, ta famille, etc., t'auras des retours, mais rien de mieux que quelqu'un qui est dans le même panier que toi. Ouais. Et qui vraiment est intéressé par ce que tu lui dis, va vraiment te donner son opinion, qui sera favorable ou défavorable d'ailleurs. Mais c'est génial. Ouais, mais vu que lui, il a les pieds dedans aussi et que c'est son projet aussi, t'as forcément un truc qui est 100% honnête. Parce que quand on demande à nos amis ou notre famille, tu poses la question, t'as des doutes, et puis est-ce qu'il a été 100% honnête ? Ouais, c'est vrai. Oui, parce alors que parfois, il y a les proches, ils ont peur de blesser, tout simplement. Oui, bien sûr, alors que là, pour le coup, toi, t'as tes billes aussi dedans, donc forcément, t'es 100% honnête, cash, et ça permet d'avancer plus vite et plus sereinement, je pense. Tout à fait, t'es obligé d'être dans le truc, quoi, à fond. Et des 2, du coup, qui était celui qui avait le plus d'idées un peu farfelues et lequel était le plus terre-à-terre Sûr, c'est Julien. Je sais pas. Ouais, si, j'avais vraiment... Ouais, je pense que oui. En fait, on va dire que j'avais vraiment beaucoup d'idées, ça partait dans tous les sens. Et Valentine, elle recadrait vraiment les idées et elle apportait ses idées en plus. Et c'était vraiment, je trouve, la force, c'était de ne pas aller n'importe où. Parce que il y a des entrepreneurs qui veulent vraiment tout faire et ils font rien. Ouais. Parce qu'ils partent partout. Et je pense que j'étais parti pour... Non mais tu vois, j'étais parti un peu pour faire ça en fait. Ouais, pour tester plein de trucs, faire plein de trucs, etc. Et Valentine, elle m'a dit non, attends. On va canaliser, et en plus elle a apporté toutes ces bonnes idées, et c'est là comme ça qu'on s'est dit c'est le duo, il match de ouf. Donc on s'est lancé vraiment avec ce duo on s'est dit c'est parfait. Encore un autre exemple de votre bel équilibre. Ouais, c'est vrai, mais franchement on peut en parler mais pendant des heures, mais un duo je trouve que c'est vraiment incroyable dans l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, quel objectif vous vous donnez Est-ce que vous fixez déjà des objectifs ou c'est juste vous rêvez de ce que vous pouvez atteindre ? Je pense qu'à ce moment-là, c'est un peu lunaire quand même. C'est un peu lunaire, on est un peu sur la lune. On visualise plein de trucs, on va lancer nos produits, notre marque, nos services, tout à la fois. C'est un peu ça l'idée. Et surtout, on est en M1 tous les deux. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais, on a lancé ça pendant nos études. Donc en fait, on n'a pas du tout réalisé ce que c'était qu'une entreprise. Non. Il vous restait 1 an et demi de 35 heures. On avait plein de trucs à faire, des mémoires, des stages, des alternances. Et on lance un truc. Donc voilà. Donc on est à fond dans tous les sens pendant les vacances, mais après retour à la réalité, retour en cours, en alternance, etc. quoi. Donc en fait, je pense que là c'était en décembre et jusqu'en mai, c'était un peu comme ça freestyle. Ça part dans tous les sens et c'est pas, y a pas d'objectif fixé. C'est vraiment au mois de mai qu'on a commencé à faire des soirées et ouais, c'est ça, mai 2022. Ouais, à enchaîner et là vraiment à prévoir une ligne de conduite, une stratégie, etc. quoi. Tout à fait.
Encore en études du coup. Mais non, vous Ouais, aviez si, terminé. toujours. Non, toujours en Fin de M1. M1, ouais. Fin de M1, ouais. C'est quoi ces stages de fin d'études, un truc comme ça, non? Même pas, on était tous les deux. Alternance, Moi, ouais. j'étais en alternance et Valentine, elle était en stage de fin d'études, ouais, pour le Ok. coup. Et c'est vrai, t'as plein de choses à gérer, quoi. Déjà, tu gères ton alternance, tu gères. T'as du travail, on avait encore des devoirs à l'époque. Un Et- paquet. Comment? Un paquet. Ouais, je c'est pense, clair. je pense que vous vous en rendez pas compte, mais vous en avez plus maintenant. C'est juste que c'est vous qui vous les donnez. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est des devoirs kiff, quoi, maintenant. Oui. Et puis, quand on est jusqu'à 23h au bureau en train de bosser, c'est du kiff. Et en fait, je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Avec du kiff. Mais après, tu passes des heures et des heures à bosser. Tu le vois plus comme du travail, tu sais. Oui, puisque forcément c'est quelque chose que t'aimes, même si Ouais. c'est du travail, tu le ressens moins C'est ça. comme étant du travail en tout cas. Ouais, exactement, c'est ça. T'as pas la même fatigue après 8 heures de travail dans un Ouais. taf alimentaire que là où t'as taffé 12 heures pour ton projet à toi en fait. Ouais, c'est Tellement. ça. Et T'as puis, pas la même envie. T'as pas la même fierté aussi. À la fin, quand t'as ta bonne note, t'es content, mais je trouve que c'est pas assez pour toute la sueur que t'as mis dans ton mémoire, les heures passées, etc. C'est clair. Bon, t'as la note à la fin, super, mais tu l'as presque oublié. Ça fait des Ouais. mois que tu l'as fini. Alors que là, enfin voilà, je dis pas que nos efforts payent tout de suite, mais en tout cas, on se bat pour ce qu'on veut et on a la niaque, on a envie que ça fonctionne et le résultat est là. Donc, c'est une grande fierté. C'est vrai. L'échec, pas l'échec. Très bien. Super transition. Yes. La maison n'accepte pas l'échec. C'est ça, C'est pas mal. Ouais. Faudrait le mettre. Et donc forcément à ce moment-là vous rêvez beaucoup et il y a forcément une réalité à laquelle vous allez vous confronter derrière. Donc quels vont être soit les premiers échecs ou défis que vous avez rencontrés au tout début de Omi justement? Donc déjà, c'est une société qui traite de l'alcool. Et quand ça traite de l'alcool, on est confronté à beaucoup de réalités. C'est-à-dire qu'il y a forcément sûr. des questions de licence, des questions d'assurance, des questions de... on va on va proposer des services avec de l'alcool chez les gens. Parce que de base, on était parti pour vraiment viser les particuliers. Nous, on connaissait pas encore le monde du B2B, etc. On était vraiment en B2C. Et donc, c'est déjà un premier défi. C'est qu'il faut se légaliser, il faut créer une vraie structure, une société avec des licences, quelque chose qui va vraiment encadrer le tout, avec derrière des assurances. Et en fait, à l'école, on n'apprend pas ça. Oui, C'est-à-dire clair que- c'est un truc hyper spécifique au niveau Ouais, de la légalité, complètement. c'est très Complètement. touchy l'alcool en France. Exactement. Et même au-delà de l'alcool, juste créer une société, savoir comment ça fonctionne, avec quel partenaire, qu'est-ce que tu prends un expert comptable, dans quelle banque tu vas, à quel prix, comment ça marche. Tout ça, on ne l'a jamais appris. Ouais. Je pense que même en master entrepreneuriat, on n'apprend pas des choses aussi poussées que quand tu vas être vraiment confronté à la création d'une entreprise. C'est la preuve que même dans nos formats d'études, on nous pousse pas vers l'entrepreneuriat. Non, c'est vrai. Il faudrait faire l'école de la vie, tu vois, savoir comment on va faire pour payer tes impôts, payer Ouais, tes c'est clair. factures et tout. Ça, on ne dit pas, même quand t'es au lycée. Enfin, moi j'ai fait un bac ES comme toi, Valentine, et pour le coup, tu te dis, ok, c'est trop bien, on a vu plein de trucs, mais on n'a jamais vu genre une fiche d'impôt ou quoi, ou Ouais. enfin. Non. Je crois que justement maintenant ils l'ont un peu implémenté dans les cours. T'as des trucs en mode Ok. finance ou dès le plus jeune âge. Ok. Non, mais ça c'est bien. Mm. Mais je vois, Il était franchement, aujourd'hui, Ouais. mais nos cours de master, ça nous sert énormément. Ouais, forcément. Ouais, moi je vois toute la partie finance que j'ai eue. Aujourd'hui, je vois un bilan, je sais comment ça fonctionne, je sais comment ça fonctionne nos prix, prix de vente. Enfin, il y a plein de choses, de notions financières qui sont extrêmement importantes quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Mhm. Et pour Valentine, toute la partie supply chain, organisation, gestion d'achat, etc. Pareil, c'est tellement complémentaire par rapport à la finance, c'est tellement important que c'est vrai qu'on en tire vraiment beaucoup du positif, en fin de compte. Et pour revenir au défi, ne serait-ce que faire des choix. C'est-à-dire qu'au début, tu dois faire des choix qui sont déterminants. C'est-à-dire, est-ce que tu vas faire une SAS, une SARL, etc., etc. On les a vus en cours, évidemment, mais on n'était pas très concentrés. Donc, il faut revenir là-dessus, chercher, fouiller, trouver les bonnes réponses à ces questions, sachant qu'on n'avait pas grand monde dans le milieu non plus. Et donc, dans un premier temps, on a voulu, par exemple, rédiger nos statuts nous-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais ça veut dire que Suicide. c'est que des articles de droit, hein. C'est pas sorcier non plus, mais il faut s'y connaître. Donc on les a rédigés nous-mêmes pour économiser, mais à la fin, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh ben, on a payé un avocat comme tout le monde. Ce genre d'erreur, par C'est exemple. pas pour rien que tout le monde le fait.
Non, mais c'est vrai. Mais... Parce qu'on en trouve plein, des modèles. Mais les modèles gratuits, ils sont pas terribles si Non. vous voulez un scoop. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ils On le répondent saura. pas aux spécificités. En tout cas, ils sont Donc, pas personnalisés. Et comme chaque boîte est différente et spécifique, C'est ça. finalement, tu t'as rien de général. Sauf si tu trouves un mec qui a fait exactement le même truc que toi, qui l'a publié en ligne, puisqu'il n'arrive jamais. C'est forcément du sur-mesure. Et là, pour le coup, faut se faire aider. Et puis, on en tire une leçon, hein, c'est que le pas cher coûte cher. Oui. Et tu vois, c'est encore, tu en tires du positif de ce qu'on a vu, mais c'est vrai que là, on apprend. C'est en faisant des erreurs, je trouve qu'on apprend. Et c'est vrai que ça, c'était notre première erreur. Parce qu'en fait, quand t'es étudiant, tu te dis, bah moins je dépense, mieux je suis. Mais en fait, pas du tout. Il y a des Ça, c'est investissements à faire dès le départ et qui sont salvateurs pour la suite, quoi. Ça, pour moi, c'est encore une croyance limitante qu'on a beaucoup dans notre société, de se dire faut moins dépenser, faut économiser, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout vrai dans l'entrepreneuriat, où il va falloir parfois prendre du risque, dépenser beaucoup, et c'est ça qui va faire que on va s'en sortir. Parce que si on est en mode on économise, on va pouvoir faire des choses, et on va se ramener à la même erreur du pas cher coûte cher. Et en fait, bon, bah là, t'as pas payé 1 500 € à la création de l'entreprise, mais derrière, tu vas en payer 4 000 parce qu'il faut changer les statuts, il faut changer 1000 trucs, en fait. Donc c'est ça où on remarque encore que certaines croyances limitantes qui sont dans notre société nous obligent et nous freinent sur certains points, aussi bien dans l'entrepreneuriat, mais même dans la vie de tous les jours, je trouve. C'est clair. Pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, donc vous avez dû faire beaucoup de choix. Et quel choix justement vous avez fait sur les valeurs apportées aux clients? Parce que forcément le monde du cocktail c'est très vaste, il y a différentes qualités, etc. Donc sur quel un peu DA on va dire vous êtes parti avec Omi? Donc la première valeur sur laquelle on s'est axés tous les deux et on était tout à fait alignés dès le départ, Ouais. c'était la qualité. Ok. On voulait avoir une qualité impeccable sur tous les points. C'est-à-dire proposer des produits de qualité, travailler avec des producteurs qu'on connaissait, avoir un service impeccable, c'est-à-dire un joli bar élégant, une belle verrerie, un service fluide, des barman bien habillés. Enfin voilà, on a tout de suite voulu se positionner en haut de gamme et être très élégant. C'est comme dans les bars classiques, les bars parisiens, on a tout, de toutes les offres pour tout le monde. Mais nous, on voulait vraiment offrir l'expérience de dégustation la plus qualitative possible en prêtant une attention minutieuse sur tous les points. Ouais, tout à fait. Aussi bien, donc en fait, ça démarre, c'est tout con, mais pour avoir pour moi aujourd'hui quelque chose de qualitatif, on commence juste par les produits. Et un cocktail, il y a plein de produits, ça passe par les spiritueux, les softs, tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui est citron, sirop, etc. Et c'est vrai que tous ces produits-là, aujourd'hui, on fait un choix vers la qualité. C'est donc des spiritueux haut de gamme, donc de qualité, des softs premium, tout ce qui est sirop, tous nos sirops sont travaillés, faits maison avec des recettes personnalisées, c'est nos recettes. Le citron, pareil, on n'utilise pas des citrons du commerce, c'est vraiment du citron pressé, pressé le matin de l'événement. Et c'est vrai que tout mis à bout, on arrive à en sortir un vrai bon cocktail, une vraie expérience de dégustation autour du cocktail et autour de ce verre. Et c'est ça qu'on voulait. C'était vraiment la qualité, l'élégance, le haut de gamme et le luxe à moindre effort. C'est-à-dire que ce que j'entends par luxe à moindre effort, c'est avoir quelque chose de haut de gamme, une belle verrerie, des bons produits, tout ça dans un verre proposé par des barman qui ont de l'expérience, qui maîtrisent les gestes d'un mixologue et qui le servent avec le sourire, avec le dynamisme du barman, etc. Ok, ça rajoute quand même un peu de taf forcément, parce que tu dis simple, mais je pense que c'est pas si simple que ça. Non, ouais, c'est vrai. En tout cas de votre côté, pour la façade du client, c'est forcément un peu transparent, mais c'est clair que pour vous, c'est quand même plus de boulot en amont. Ouais, ça c'est clair. Ouais, mais bon, ça vaut le coup, ça en vaut la peine. Et la deuxième valeur sur laquelle on a beaucoup travaillé et qui nous tenait à cœur, c'était la créativité. Ouais, bien on sûr. a tout de suite voulu créer nos cocktails signature, donc on avait déjà commencé un peu auparavant, mais à commencer à faire plein de tests, des cocktails différents, travailler avec différents produits, des infusions, des cordiales, des sirops. Et puis surtout, on voulait pouvoir offrir une offre personnalisée à chacun de nos clients. Dès qu'on s'est tourné un petit peu vers les entreprises, on a décidé de personnaliser toutes les offres, c'est-à-dire que depuis la prise de contact avec nos clients jusqu'à la fin de la prestation, on essaye de personnaliser au mieux selon les événements. Ça peut être du congrès, du séminaire, du lancement de produits. On va faire des créations de cocktails exprès pour tel produit qui sort de telle marque, des noms personnalisés, des bars personnalisés. Beaucoup de sorte à ce que vous colliez entre guillemets
à votre client, et pas que le client s'adapte à ce que vous faites, mais que vraiment vous alliez collier aux besoins précis de A à Z du client, je suppose. Exactement, de vraiment répondre à leurs attentes, prendre du temps pour écouter leurs besoins. On prend énormément de temps pour ça quand on prend contact avec nos clients. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est de comprendre le besoin et faire de son rêve une réalité, et c'est vraiment notre objectif, quoi. Et mine de rien, même dans hors le choix de vos produits, ça fait aussi partie de ce que vous avez réfléchi du coup pour aller dans le premium. Même jusque-là, ça fait partie de la réflexion, parce que forcément, bien sûr. C'est pas le gage de toutes les sociétés, et surtout dans le cocktail. Ça, c'est la première chose qu'on s'est dit, franchement. Quand on était encore au ski à ce moment-là, on s'est dit la qualité, c'est sûr, c'est la première chose. Bon, on va pouvoir parler justement de toute cette expérience personnalisée, parce qu'on va passer là du coup sur le troisième segment. On va parler justement de Omi en profondeur, et que vous puissiez parler vraiment de ce que vous proposez dans la globalité. Donc petite transition sympa avant de passer au troisième segment sur vraiment qu'est-ce que Omi, quels sont les services que vous proposez dans la globalité. Ok. Donc petit QCM sur... c'est même pas un QCM, c'est juste un questionnaire. On est évalué là, attention. Allez, c'est parti. La pression un peu. Pour juger un peu votre culture G sur la mixologie. Ok, il y a un buzz ou... C'est rapidité, c'est un contre un, ou on est ensemble? Comme vous voulez. Attention, on est complète. Retour à l'école, c'est noté à la fin, attention. Oh là là. Ok, d'accord, on se concentre. Est-ce que vous êtes confiant sur vos connaissances en mixologie? On est T'es très confiant? confiant. Moi, je suis confiant. Moi aussi. Parfait. Alors, première question qui peut être super intéressante. Est-ce que vous connaissez l'origine du mot cocktail? Ah ça, quelle origine? Il y a beaucoup de légendes dessus. Ok. Si tu veux, vas-y. J'en raconte une? Ouais, j'en raconte. Je vais raconter ma préférée. C'est laquelle? Une chacun, on devine laquelle est fausse. Ok, Allez, vas-y. très bien. On va vous très en bon. raconter 4 et vous devez dire laquelle est la plus vraie, la plus avérée. Ok. Très bon. On va faire ça. Alors, donc, il y a une première légende qui raconte que c'était une princesse mexicaine qui s'appelait, attention, tenez-vous bien, Xochitl, qui servait des boissons lors des cours et des réceptions de son père, donc qui était roi parce qu'elle était princesse. Et les officiers qui venaient boire les cocktails n'avaient pas compris que Xochitl, c'était le nom de la princesse, et ils pensaient que c'était les noms des boissons. Comme ils l'auraient mal prononcé, ce serait devenu cocktail. Ok. Excellent. Donc ça, c'est pour la première. Pour la seconde, c'est cocktail. Ça vient de l'anglais cocktail, donc la queue du coq. La queue du coq qui est de multiples couleurs. Et donc, du coup, ça s'est vraiment étendu aux multiples couleurs avec multiples arômes, saveurs, produits qu'on utilise, etc. Et ça serait étendu aux boissons. Donc, voilà, cocktail, plusieurs couleurs, plusieurs saveurs, plusieurs arômes. Voilà. La troisième légende, comme ça je te laisse raconter la dernière, mais c'est pas moi qui l'ai fait, tu verras. Tu vas raconter avec elle. Tu vas voir. La troisième légende, c'était que les Anglais, il me semble, servaient des boissons dans des coquetiers. Ouais, c'est ça. Et que... Non, c'était un barman français qui servait ça à des Anglais. Et ils auraient demandé quel était Enfin, qu'est-ce que c'était que ce contenant. Et coquetier, ils l'auraient mal prononcé, ils auraient dit cocktail. Cocktail. Cocktail, oui, c'est ça. Ok. Donc, ça se serait étendu. Transformé du coup, après le téléphone arabe. Cocktail, Avec ce exactement. coquetier. Ouais, donc pour la quatrième anecdote, la quatrième légende, ce qui est assez drôle, c'est ça se faisait sur les chevaux en fait. Donc on leur coupait un muscle qui leur permettait de lever la queue pour vérifier si c'était des bâtards ou non. Et donc en fonction de leur réaction ou de la réaction de la queue, quand on leur coupait le muscle, on pouvait déterminer si c'était des bâtards ou pas. Donc un mélange de races, et ça serait étendu à un mélange d'ingrédients pour faire les cocktails. Non, c'est pas ça. Non, tu l'as bien raconté, mais c'est pour identifier les bâtards. Genre, c'est un bâtard, on lui coupe le muscle, comme ça il a la queue levée, et on sait que c'est un bâtard, tu vois. C'est quoi le rapport avec le cocktail? Et bah, c'est un mélange de races. Si Et donc- j'aime Ok. bien. Je sais pas. Ok, du coup, Ouais, on raconte On raconte pas la dernière. On peut la laisser comme ça, en vrai, c'est rigolo, on s'en fout. Sur la moi je trouve ça drôle. Ouais. On va rester sur la première. Mais moi, ouais, la première, mais on est tellement la première, je la confiants. trouve cool. Ok. La Alors, princesse Ouais. vous, est-ce que vous pensez que c'est la première, la deuxième, la troisième ou la quatrième? Réponse en fin d'épisode. Watch time, tu connais. D, la réponse D. Maxime, c'est quoi ton avis, toi? Ouais, la première, je la trouve bien, je l'aime bien. Sur la princesse, Cocktail. Cocktail. Mais tu l'as- Cocktail, mais... Tu la Yes. trouves bien. Laquelle tu penses la plus probable? Donc là, ouais, c'est Ouais, c'est vrai qu'elle fait un peu plus légende, la première. que Moi, les je autres. sais pas, je pense que j'aurais peut-être dit plus la 3, genre. Ouais, vas-y, peut-être. En plus, comme Je me c'est dis- français. Ouais. Donc avec le cocotier. Ouais. Je sais pas, je me dis un peu plus probable, je sais pas. C'est celle qui me paraît la plus réaliste en tout cas et la plus Ok. possible juste. Et du coup, vous voulez la réponse? On donnera enfin. Enfin, en fin d'épisode. Moi je la veux tout de suite. Tu me stresses. Allez, question Deuxième suivante. question. Quelle est l'origine
du cocktail Morito? C'est cubain. Mhm. Cubain, 16e siècle, dans la Havane. C'est exactement ça. C'est ça? Ouais. Parfait. Quel est l'ingrédient principal du cocktail Margarita? La tequila. Quelle est la signification du terme muddle en mixologie? Je sais pas si je le prononce bien. Ouais, c'est ça. Si, c'est bien prononcé. Voilà. Très bien. Ouais, muddle, c'est écraser. Pilé, ouais. Donc, Pilé, écrasé. écraser le citron, écraser Avec le pilon, du coup, qu'on le verra tout à pilon de l'heure. bar, exactement, qu'on verra tout à l'heure, tu verras. Quel est le nom de la célèbre boisson à base de vodka, de jus de tomate, de jus de citron vert et d'épices? J'adore. Moi, je sais. Moi aussi, je sais. Le Bloody Mary. Ouais, c'est ça. Très bon cocktail. Qu'est-ce que le vermouth ou vermouth? Je sais pas comment on dit. Vermouth. Ouais. Vermouth. Ouais, c'est du Pas un vin verre en fortifié. mousse. Vin fortifié. Donc c'est un vin qui est vieilli, qui est plus liquoreux qu'un vin classique qu'on aura l'habitude de boire. Ouais, c'est ça. Et nous, ils ont juste noté généralement utilisé comme ingrédient dans des cocktails aussi. Je sais pas si vous l'utilisez. Ouais, souvent. Ouais, Dans- si, on Il y a l'utilise un cocktail beaucoup. connu qui s'appelle le Clover Club dans lequel on met du vermouth. Ok. Ça, Ok, c'est ok. très... En fait, c'est assez sympa. C'est assez original quand même. C'est un produit qui plaît pas au plus grand nombre, mais qui est intéressant à travailler et qui est bon. Question, c'est une marque vermouth ou c'est juste Non. globalement une appellation enfin, Non, c'est le nom d'un alcool. Ok, Ça peut être vodka. Tu vois. vraie question, est-ce que c'est comme tout le reste, vous avez trouvé un producteur On travaille... Non, alors là-dessus, on travaille sur un produit français, Ok. pour le coup, et qui est un produit qui est assez connu, et c'est pas un petit producteur comme on peut travailler sur certains spiritueux ou quoi. C'est un producteur qui est plus mainstream, mais qui est quand même, qui est quand même gage de qualité, produit français, et qui est bon, quoi. Ok, trop cool. Même sur ça. Et dernière question, un peu compliquée. Quel est le nom de l'outil utilisé pour mélanger les ingrédients d'un cocktail? Je sèche là. Le shaker, Ouais, c'est ça. alors ça peut servir à plusieurs choses. Ça sert donc à mélanger les ingrédients, donc le shaker. Ça sert aussi à créer une émulsion. Sur certains cocktails, tu peux travailler des cocktails avec du blanc d'œuf, ça peut donc voilà, on peut créer vraiment une mousse, une émulsion là-dessus. Ça sert à diluer aussi. En fait, ça sert avec les glaçons, donc tu rafraîchis ta boisson, tu mélanges ta boisson et tu la dilues. Puisqu'elle vient perdre un peu d'eau, les glaçons viennent se Exactement. retransformer un peu en Ouais, eau voilà, c'est et ça. du coup, ok. Et ça, c'est important. Il faut toujours un certain pourcentage de dilution dans tes cocktails. Ça permet vraiment d'avoir un bon cocktail, quoi. Ok, intéressant, je pensais pas que les Ouais, ça glaçons sert à servaient diluer aussi à aussi, ça. ouais. Il y a certains cocktails qui ne sont pas shakés, qui sont juste mélangés. Donc là, on utilise un verre à mélange avec une longue cuillère à barre. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et en fait, tu mélanges, tu mets plein de glaçons. Et ça permet vraiment donc la dilution au-delà du mélange juste des ingrédients. Ok. Mais le shaking va vraiment apporter une texture, vous le verrez tout à l'heure, avec un cocktail en particulier. On le regarde dans le shaker et une fois shaké, il n'a plus du tout le On a hâte. même visuel. Du coup, après ce petit moment question sympathique, on va passer vraiment dans le vif du sujet de ce qu'est Omi. Comme ça, vous allez pouvoir nous présenter vos services, etc. Et quelque chose qui nous tenait à cœur de connaître, ça va être qu'est-ce qu'une journée typique chez Omi Bartenders, que ce soit quand vous travaillez sans événement ou même une journée où du coup vous allez avoir un événement et donc vous préparez, j'imagine, dès le matin en plus, puisque vous nous avez dit que vous préparez pas mal de sirop maison, etc. Ouais, tout à fait. Donc les deux types de journées que vous pouvez avoir, parce que ça peut aussi inspirer des gens qui veulent entreprendre. Ouais, et du coup, donc, ouais, comme tu disais, le fait de créer des produits maison, c'est vrai que nos journées, enfin toutes nos journées sont différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un événement le week-end, un samedi soir, et avoir déjà au début de semaine, un lundi ou même 2 semaines en avance, commencer déjà à avoir infusé certains de nos produits, infusé des spiritueux, etc. Et donc c'est vrai que beaucoup de nos clients pensent que venir avec un bar à cocktail mobile, c'est très peu d'organisation, c'est juste se déplacer, prendre de l'alcool, 2-3 produits et venir créer le cocktail comme ça. Et en fait, le fait d'avoir un gage de qualité, de proposer des produits maison, travailler, etc., c'est vrai qu'une journée type d'un événement, ça commence très tôt et ça finit très tard. On peut commencer donc à 7h30, 8h avec presser tous les agrumes. Si on veut faire un jus de pamplemousse, on va devoir le presser, donc on presse tous les pamplemousses. Après, tout ce qui est jus de citron, pareil, donc on presse les agrumes, on prépare tous les sirops, s'il y a des sirops qui doivent être préparés. Après, donc on va mettre en caisse. Donc, c'est-à-dire qu'on prend tous nos produits, on les réunit tous au même endroit. Après, il y a le chargement, le déplacement vers le lieu de l'événement, arriver 2-3 heures en avance
sur le lieu de l'événement pour commencer à tout mettre en place, faire en sorte que sur le lieu de l'événement, il n'y ait pas de surprise, tout soit joli, bien mis, les bars soient bien positionnés. Ensuite, il y a les barman qui arrivent, qui font l'événement, donc 3, 4, 5, 6 heures de prestation, et puis ensuite 2 heures de rangement et le retour. Et donc c'est vrai que ça peut faire une journée qui commence à 7 heures avec tous les préparatifs et une journée qui termine à 2-3 heures du mat, quoi. Ouais, parce qu'en plus, même quand vous rentrez, je suppose qu'il y a du nettoyage, du rangement, de tout bien classé, etc. pour que ce soit bien organisé. Ouais, oui, c'est énorme. En fait, on travaille uniquement avec nos verres, nos barres, nos tables, etc. Et la vaisselle en Donc, plus. la charge de travail au niveau Ouais. du rangement, elle est aussi importante. C'est Une clair. fois que l'événement est fini, voilà, merci beaucoup, bonne fin de soirée, etc. Pour nous, c'est le début d'autre chose Ouais. encore derrière. Et donc, on a ces journées-là qui sont un peu typiques. Et ensuite, tout le reste, c'est beaucoup de journées atypiques qui ne se ressemblent pas du tout les unes les Ouais, autres. c'est vrai. Donc, on commence toutes nos journées par répondre à nos demandes. Donc, les demandes qu'on a sur notre site, il y a un formulaire pour les demandes de devis, etc. Ou voilà, traiter les mails, etc. Mais ensuite, on n'a pas 2 journées pareilles, dans le sens où on fait à la fois l'aspect commercial, l'aspect communication, la gestion de notre site, la gestion de nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, etc. Qu'on essaye d'animer aussi pas mal. Notre comptabilité, enfin, énormément de corps de métier finalement Vous êtes différents. vraiment multicasquette, quoi. Exactement. Ouais, complètement. Donc en fait, on n'a pas 2 journées. Enfin, parfois, il y a une journée où on va participer à la construction de notre bar. Enfin, il y a des journées Ok. complètement, Ouais, c'est vrai. complètement différentes, diverses et variées. On n'en a pas 2 pareilles. Hein, Non, c'est vrai. depuis ouais. 2 ans. Ouais, exactement. Il n'y a pas une journée, on va dire, qui se ressemble. Les journées qui se ressemblent le plus, en fin de compte, c'est les journées auxquelles on a des événements où on va faire globalement la même chose. On va préparer, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on prépare tous nos produits le matin. Et c'est vrai que le temps file très vite, hein, du réveil très tôt à toute la préparation des produits et jusqu'à la fin de l'événement. C'est vrai que sur ce genre de journée, ça se ressemble. Et puis les autres journées, on peut avoir des journées avec des dégustations. C'est-à-dire qu'avant la signature du devis ou après, on peut proposer à certains clients de déguster leur cocktail. Je sais que les mariés aiment beaucoup déguster leur cocktail. Et en plus, on propose des cocktails spécifiques pour les mariés. Donc, par exemple, on leur pose des questions, on demande à la mariée quels sont les cocktails préférés, ses cocktails préférés. Est-ce qu'elle a des saveurs qu'elle aime? Est-ce qu'elle veut quelque chose de plutôt floral, herbacé, etc. Ouais, du coup, vous Et- proposez quelque chose de vraiment sur mesure. Ouais, exactement. Les mariages, c'est quelque chose qui est très spécial parce que c'est le plus beau jour de leur vie et ils veulent absolument tester, ils veulent goûter et c'est normal. Donc nous, voilà, il y a des journées où on va devoir aller leur faire tester des cocktails parce qu'il y a le cocktail de la mariée, le cocktail du marié, le cocktail des deux et puis un autre cocktail qu'ils aiment par exemple. Donc voilà, il y a des journées où on va tester. Une petite question, parce que je pense que ça peut intéresser peut-être des gens. C'est vous qui vous déplacez ou est-ce que c'est eux qui viennent Globalement, on se dis- déplace. Ok. Ouais, on Même se pour déplace. faire tester, etc. Ouais, tout à fait. On Ok. se déplace dans le lieu, par exemple, c'est pour une entreprise, on se déplace sur le lieu de l'entreprise, dans leurs locaux, pour leur faire déguster. Sinon, ils viennent de temps en temps, c'est plus rare, mais ça arrive, qu'ils viennent dans nos locaux et on a vraiment un espace dédié à la dégustation et c'est là qu'ils viennent. On leur propose certains produits, etc. et la dégustation des cocktails. Ok. Trop bien. Un petit point commun à tout ça, du coup, ça va être vraiment votre métier de barman. Et du Ouais. coup, quand vous êtes formé, vraiment, même en dehors du confinement dont vous parliez tout à l'heure, mais parce que vous avez dû vraiment élargir votre carte depuis le confinement, comment vous êtes formé à tout ça et au métier de barman, du coup? Eh ben, déjà, en travaillant dans des bars, donc dans lesquels on s'est formé sur les recettes types. Puis ensuite, nous, on les a retravaillées avec nos goûts, les produits avec lesquels on aimait travailler. Donc, vraiment pour travailler un équilibre parfait, chose qui est difficile à trouver dans la plupart des bars, on trouve, parce que c'est vrai que maintenant, Ouais, on c'est est vrai. très exigeant. C'est clair. Faut pas Ça devient sortir avec nous difficile. boire des cocktails, c'est Ok. c'est l'enfer. C'est noté, On vous ça devient très déconseille. difficile. Donc voilà, on a beaucoup, en fait, c'est beaucoup de travail. C'est vraiment sur le tas, comme on est tous les deux pas issus de formation Hôtelière, ouais, c'est vrai. hôtelière ou mixologique. On a vraiment appris comme ça, avec beaucoup de livres, des vidéos YouTube à l'appel, c'est vrai. Et puis énormément de pratiques, énormément de tests. Dans les journées types aussi, dont on n'a pas parlé, le nombre de journées de C'est tests, clair. où vraiment on sort tous nos produits, on achète énormément de sirop, on en prépare, on prévoit plein de jus différents et on fait plein de tests. Si vous cherchez des testeurs, on est là. Oui, parce que je suppose Voilà. que même quand vous créez un sirop, vous essayez d'aller en choper un dans le commerce pour avoir une base de référence, Ouais. pour vous-même créer votre équilibre. Exactement. Ça permet Avoir d'avancer des plus points de vite, je suppose. comparaison. Ok. Ça, en fait, ça aide le fait d'avoir des sirops. Enfin, on voit ce qui se fait sur le commerce.
et on essaye de pas leur ressembler. Et de faire mieux. Pas forcément mieux, mais faire différent. Si on arrive Ok. à faire mieux, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que on essaye de prendre des marques, on va dire, un peu plus haut de gamme sur certains, enfin des marques assez haut de gamme de sirop, et on essaye de surpasser, de faire de quelque chose de encore, on va dire, sur des sirops c'est difficile, mais moins sucré, plus subtil, plus voilà. On essaye de travailler là-dessus. De ressortir plus le goût du produit plutôt que le sucre. Ouais, exactement. Ok. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, un sirop de framboise acheté dans le commerce et un sirop de framboise fait maison, avec des vraies bonnes framboises bio travaillées, qui sont... Enfin, vraiment, tu sens le goût du fruit dans le sirop, et ça n'a rien à voir. Tu me donnes envie déjà là. Y a pas de J'ai hâte qu'on passe À la dégustation. C'est clair. au petit test. Et du coup, comment vous faites tout ce processus de création? Comment vous vous inspirez pour créer des nouveaux cocktails? Parce que forcément, vous avez vos propres cocktails. Mhm. Comment vous lancez ce processus de création? Des tests. C'est vraiment beaucoup testé. Qu'est-ce qui vous inspire? C'est vraiment vous faites, vous dites tiens là il y a un produit, on mélange en mode potion ou c'est... Alors, ça Il y a peut beaucoup être de ça, ouais. Ah ouais? Ça Il y peut a être de ça, ouais. Et puis il y a Ok. de l'expérience aussi, savoir Oui, quel goût vont s'accorder? Ouais, exactement. Je pense à l'alcool. Enfin, en fait, il y a une règle. Il faut que ça soit équilibré. Et peut-être que tu peux développer sur l'équilibre des saveurs. C'est intéressant. C'est vrai qu'il y a une règle qui est commune à tous les cocktails. Il faut qu'il y ait toujours un équilibre, quels que soient les cocktails, entre la force de l'alcool, ou pas s'il n'y a pas d'alcool, l'acidité, donc qu'on peut apporter avec du verjus, du citron, du pamplemousse ou n'importe quel fruit acide, et la sucrosité. Le gros défaut de beaucoup de cocktails, c'est qu'il y a trop de sucre, trop de sucrosité, ou alors trop d'alcool. Et nous, on cherche toujours à atteindre cet équilibre. Mais en fait, on peut l'avoir avec différents produits. On peut travailler avec des épices, des herbes, enfin, énormément des fleurs. Le champ des possibles est assez fou, comme dans la cuisine finalement, comme dans la gastronomie. Donc, on peut tester, par exemple, un produit qu'on aime bien. Cet hiver, on a envie de tester de la cannelle, du clou de girofle, etc. Donc, on fait nos mélanges pour faire un sirop un peu unique. Et sur le thème hivernal en plus. Voilà. Mais ça prend forme Ça. avec nos goûts, nos découvertes aussi. On reste très curieux, on est beaucoup sur les réseaux sociaux à regarder qu'est-ce qui se passe, que font les barman à travers le monde, et vraiment toujours chercher à innover, créer des choses, associer des produits qu'on n'aurait pas forcément imaginés ensemble. Ouais. On a une création qui mélange une liqueur d'amande, l'amaretto, avec du pastis, Ouais, c'est vrai. de Oula. l'anis. Ok. Waouh. On n'aurait jamais Et imaginé. du de l'anis. basilic. Ouais. C'est Quoi très très bon. Ouais, c'est incroyable. Et c'est un de nos préférés. Enfin, c'est quand C'est les vrai gens osent Ouais, le ouais. choisir, Il est ça ouf. fait l'unanimité. Arrêtez Même de les gens nous qui n'aiment pas le teaser, pastis, c'est parce que horrible. plein de gens qui n'aiment pas Ouais. le pastis, ça C'est vrai carte. que le pastis, en général, c'est. Alors, pour moi qui n'aime pas du C'est tout très le clivant. pastis, Bah, je suis on te super fera curieux goûter. de... On te de fera goûter. goûter, c'est intéressant. Eh ben, c'est un gros challenge, franchement. Et on en a convaincu plus d'un. Le dernier Ouais. mariage qu'on a fait avec ce cocktail, mais ça a cartonné. Ouais, ça a bien Et marché. même les plus réticents qui disaient pastis, c'est pas pour moi. Ils Ouais, ont ouais. adoré. Bah, Ouais. c'est là où Ouais. là où vous parliez de l'équilibre. Moi, je sais que je suis très peu sucre. Et typiquement, un de mes cocktails préférés, c'est le Old Fashion. Ouais. Mhm. Et je suis très souvent déçu quand je vais dans un bar, à moins Ouais. de payer mon cocktail un certain prix, d'avoir quelqu'un avec qui je vais discuter avant, qui va essayer de savoir un peu l'équilibre, quel équilibre lui trouver. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de barman qui fonctionnent comme ça. Ils vont chercher l'équilibre en fonction du client Ouais, et pas forcément de l'équilibre du cocktail en lui-même. Ouais, c'est vrai que ça peut arriver. En général, c'est bon signe. Oui. C'est-à-dire que quand tu es dans des beaux établissements et que tu as un barman qui s'adapte et qui te pose des questions et qui regarde ce que tu aimes et ce que tu veux vraiment, ça, c'est en général, c'est un bon signe. Après, c'est vrai que nous, dans notre métier, le fait faire de l'événementiel, c'est plus Oui, là, difficile. c'est impossible. Ouais, voilà, Enfin, c'est à ça. moins que tu aies un flux de 10 personnes à l'heure, Ouais, voilà, c'est très ce qui compliqué. n'arrive pas quand tu fais Nous, quand tu es l'événement. sur des gros événements, je pense à un de nos récents événements à 300-400 personnes, où tu es face donc, à 300-400 personnes, tu peux pas avoir le temps de parler avec tout le monde et leur dire exactement est-ce que vous voulez un cocktail plutôt. Tu vois, Non, c'est bien pas sûr. possible. Mais je pense que c'est énormément de bars et c'est pour ça que votre offre elle est hyper intéressante. Il y a énormément de bars qui n'arrivent pas à forcément. Je sais pas, parce que souvent on a l'habitude de faire des cocktails sucrés, etc., type mojito. Ouais. Quand j'arrive et que je demande un old fashion à un mec qui sert des mojitos toute la journée, Il sait pas le faire. déjà quand il va enfin, ça m'est déjà arrivé littéralement dans un bar que le mec aille rechercher la recette Ah, du bah old fashion. voilà. Ouais, classique. Ça part mal parce que ça veut dire qu'à mon avis, il a pas tous les produits pour faire Non, old c'est fashion. Et ouais, c'est des équilibres qui sont totalement différents quand tu travailles le sucre, je suppose, que quand tu travailles des cocktails moins sucrés. En fait, il y a plein de choses intéressantes à aller chercher. C'est comme dans tous les domaines. Je prends un exemple, j'adore le café. Et en fait, quand tu découvres ce que c'est que le café,
mais il y a des multitudes de cafés, de manières de torréfier le café, de manières de récolter le café, etc. Et en fait, c'est super intéressant et tu peux aller dans tous les domaines comme ça. Et la mixologie, c'est un domaine qui en fait partie où je trouve que tu as une association de saveurs qui est tellement incroyable. Et tu peux associer, mais c'est un peu comme Ratatouille, tu vois, qui prend... Non mais c'est vrai, c'est un peu l'image qu'on a, qui prend un truc unique qui est très bon, il le goûte, c'est incroyable, il en mélange 2 ensemble, et c'est vrai que c'est encore plus incroyable. Et bah c'est un peu ça, je trouve, notre métier, tu vois. Ok. C'est de créer des saveurs uniques et de prendre voilà, plusieurs produits et d'en créer vraiment quelque chose d'unique, un cocktail unique. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est super sympa, nous on adore faire ça. Un Ok. peu à l'image de votre duo, quoi. Ouais, exactement. On en parlait en off Un tout beau à l'heure, parce que tu parles du café. Moi, j'ai hâte de goûter L'espresso martini. l'espresso Ah bah, martini. tu vas Alors, voir. pour on a l'avoir spoilé. goûté, moi je déteste le café, genre vraiment j'arrive pas à en boire. Ouais. Et du coup forcément j'ai déjà goûté votre espresso martini et c'est le seul truc où j'arrive à boire du café. Ouais, bah voilà, tu Et vois. c'est vraiment excellent. C'est pareil avec le pastis en général. Ah oui, c'est pour ça que je suis Et très bah, intrigué on de fera- goûter on fera goûter le cocktail cocktail au au pastis. pastis. Ouais, tu verras. J'ai hâte de faire l'atelier avec l'espresso martini. J'ai le droit de faire l'espresso Oui, tu peux martini. ça. Cool. Je ferai le sans alcool, je me sacrifie. Nice. Ce qui va nous intéresser aussi là, du coup, au bout de bientôt 2 ans que vous avez cofondé Omi Bartender, c'est savoir qui sont vos clients et quelles demandes, soit régulières, soit un peu loufoques, Farfelu, dirait certains. farfelues, que vous pouvez avoir. Alors, notre client. Barman nu. Non. Oh, tu commences déjà. Non. Ok, Bah, ça, c'est on nous déjà a déjà arrivé. demandé. C'est vrai? Ouais. Non, Wow. non, mais torse nu, ouais, ça nous est déjà arrivé Ok. de poser si les barman pouvaient se mettre torse nu, faire du show et tout. Pour des EVJF. Ouais, c'était Ouais, sûr. ouais, c'est ça. Le plus gros de notre clientèle, ça reste quand même des professionnels. Ok. On a 80% de nos clients qui sont des entreprises, donc c'est vraiment du B2B. Et la plupart de nos événements, en fait, ça va être assez varié. Il va y avoir des gros événements, du congrès, du séminaire qui arrive 2-3 fois par an dans les grandes entreprises. Et après, tous les lancements de produits. Souvent, on travaille sur des lancements de produits, des inaugurations de boutiques. Mm. Enfin, il y a plein de projets d'entreprise où un bar à cocktail est vraiment le bienvenu. Parce que ça va créer une vraie animation, une effervescence autour du bar. Puis les gens qui se connaissent pas, qui sont de services différents, vont pouvoir créer une conversation autour de ce bar. Donc c'est vraiment sympa. Et puis après, on a les particuliers, donc on fait des mariages, des anniversaires. Et donc, comme le disait Valentine, nous, 80% de notre clientèle, elle est vraiment située autour du professionnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut travailler avec des grands groupes du secteur bancaire, comme on l'a fait là récemment au printemps. On était donc au dernier étage. On a fait un grand congrès pour une grande banque française, européenne, qui félicitait toutes ces agences et tous ces salariés. Et c'est vrai que c'est une ambiance qui est complètement différente. On travaille toujours de la même manière, donc avec les mêmes produits, toujours la même qualité, etc. Mais c'est vrai que c'est pas la même ambiance que dans un mariage, que dans un anniversaire, etc. Donc forcément un degré d'exigence qui est différent et qui est, on va dire, limite plus important, ça peut être parfois plus guindé, parfois plus plus sérieux. Et c'est vrai que d'être confronté à des professionnels et à des grands groupes, on a travaillé récemment aussi avec Céline, Longines, Breitling. Bravo. On a fait l'inauguration de Flotte, qui est une société d'imperméables qui est passée sur Qui veut être mon associé. Et c'est vrai que t'es face à des entreprises qui ont des grandes exigences, qui sont des grands groupes. Et toi, t'es une petite société, t'es une petite structure. Il faut que tu montres que... Il faut que tu paraisses comme si c'est ça ça. faisait déjà 10 ans que vous faisiez ça. Exactement. Et... faut leur montrer ce qu'on sait faire Ouais. et que ils ont fait confiance à une plus petite structure. Et en fait, on montre qu'on est à des exigences de grandes sociétés qui sont établies là depuis des années. Et ça fonctionne et ça marche. C'est là qu'on voit ce que vous proposez, et même si ça fait que 2 ans et ça peut paraître jeune, c'est déjà très solide et vous êtes déjà quand même bien implanté sur votre secteur. Oui, et les retours sont vraiment au rendez-vous. Franchement, c'est vraiment une chance qu'on a. On est très réactif avec nos clients. On accorde énormément d'importance à l'expérience client, parce que nous, c'est exactement ce qu'on aimerait avoir si demain on réservait un bar à cocktail. Donc on essaye d'offrir tout ce dont on aurait envie. Donc c'est la bonne l'exigence manière qu'on de a avec réfléchir. chacun de nos clients. Et on fait aussi comme autre prestation dont on n'a pas parlé, des ateliers cocktails. Donc ce sera un peu ça qu'on va vous proposer tout à l'heure. Vous allez pouvoir Ok. réaliser vos cocktails. On en a fait un récemment avec le comité de direction de Céline. Ok. Donc, dans un lieu fabuleux, l'abbaye des Vaux de Cernay. Je vous conseille d'y aller un jour Ouais. si vous avez l'occasion. C'est pas très loin de Paris et c'est absolument magnifique.
Donc voilà, où là, c'est vraiment une approche différente. On partage un moment avec nos clients et on a le temps d'échanger, de leur partager notre passion, notre savoir-faire, nos secrets, nos astuces. Ouais, carrément. Et c'est une autre offre qu'on propose qui est vraiment complémentaire avec celle de l'open bar où ils vont venir se servir eux-mêmes. Ok, là, ouais, c'est vraiment la création de A à Z, c'est expliqué pas à pas. Tout à fait. En fait, on leur montre, on leur explique vraiment comment on fait un cocktail et ils le réalisent. Donc, Comment on fait un bon cocktail. Comment on fait un bon cocktail, exactement. Et ils le réalisent eux-mêmes, ils dégustent leur propre cocktail et puis voilà quoi. C'est une vraie expérience mixologique qu'on offre. Puis ça doit être marrant pour vous de déconstruire tout votre travail. Ouais, c'est vrai. Pour vraiment le réexpliquer au plus basique, comme si on expliquait ce qu'on faisait à un Exactement. enfant. Ouais. Et en fait, ça fait prendre conscience à certains points. Enfin, c'est très intéressant pour nous quand tu recrutes des nouvelles personnes, quand tu recrutes des barman, que tu mets des extras sur des événements, etc. C'est vrai que le fait d'avoir cette pédagogie-là pendant les ateliers aide énormément à être un bon manager et avoir suffisamment de recul. En fait, ça te permet vraiment d'expliquer, d'avoir une bonne pédagogie et d'expliquer exactement à ton futur employé ou ton extra comment est-ce que tu veux que les choses soient faites. Et c'est vrai que c'est un bon entraînement d'avoir des ateliers cocktails, ça permet de se mettre en jeu, quoi. Exactement. Et parce que savoir et être fier de son savoir, c'est très bien, mais le transmettre, c'est encore autre chose. Et Ouais. c'est vraiment un autre métier, une autre dimension. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est très important pour nous que chacun de nos employés ou non, nos extras, comme tu dis, soit exactement au niveau d'exigence. Que vous vous imposez. Exactement. Tout à fait. C'est vrai que c'est toujours compliqué, en tout cas, d'avoir le même niveau d'exigence. En tout cas, quand on a Très 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 difficile. des extras, parce que c'est pas leur entreprise finalement, donc vous vous donnez à fond parce que c'est votre projet. Ouais. C'est toujours compliqué d'avoir des employés ou même des gens ponctuels qui ont le même niveau d'exigence que vous. Donc c'est très cool si vous arrivez à les mettre au même niveau que vous. Mais c'est vrai que c'est difficile, mais en fait, nous, on a la chance d'avoir une super équipe de barman avec nous. On prend le temps vraiment de les former en amont des prestations et on est super satisfait. On a totalement confiance quand on envoie n'importe quel de nos barman sur des événements. Ils nous représentent super bien et c'est une vraie chance, c'est une vraie force aujourd'hui. Trop bien. Et puis par rapport à des grosses structures, on va dire, vous avez aussi, eux ont la chance d'être formés directement par ceux qui ont créé la société. Donc forcément, ils ont plus... C'est pas les mêmes saveurs. on leur implante plus l'ADN de la société, je pense. Ouais, complètement. Je pense que la force aussi des petites structures, c'est d'avoir directement, comme tu dis, les fondateurs de la société. C'est notre petit bébé, en fait. C'est vraiment, ça nous représente, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime, c'est notre ADN. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend des barman, quand on recrute des gens et puis nos employés, on voit que ce qu'ils aiment aussi, c'est de se sentir vraiment impliqués dans le projet, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui dans des grandes structures, dans des grandes sociétés. Ils se sentent ils peuvent se sentir moins impliqués parce qu'on voit la hiérarchie qui est beaucoup plus loin. Et en fait, le fait d'être vraiment à taille humaine, ça rapporte quelque chose qui est indéniable, c'est que on est vraiment au cœur de l'entreprise et chaque action que vont avoir nos barman, vont avoir nos salariés, etc., va faire bouger les choses en fait. C'est que dès qu'ils vont faire une petite action, ils vont voir directement le résultat de leur action au sein même de l'entreprise. Je pense qu'ils ressentent aussi le côté passion de quand t'expliques quelque chose. Oui. Parce que, pour vous avoir déjà vu faire des cocktails et bosser, etc., ça se voit que vous êtes dans le jus et que vous aimez profondément ce que vous êtes en train de faire. Donc je pense que c'est aussi la différence de quand t'es formé par un manager qui est le N- machin du big boss. Là, pour le coup, vous transmettez aussi votre passion c'est ça. par l'explication. Et puis on prend plaisir à partager notre passion. Et on fait en sorte qu'ils prennent du plaisir aussi, parce que c'est l'objectif en fait. Tout ça, c'est hyper important, mais le plus important, à part le bar, la verrerie, les produits, c'est le barman. C'est la manière dont il va accueillir le client, sa sympathie, son dynamisme, son accroche, etc. Donc on s'entoure de gens comme ça, qui sont contents de faire ce métier. Ouais. Et, parce que c'est vrai que c'est un métier génial. On est dans les plus beaux moments de la vie des gens, que ce soit la vie en entreprise, c'est souvent des célébrations, ou la vie personnelle avec les anniversaires, les mariages. Donc tout le monde est au top de sa forme, d'une super humeur, et il faut que ce soit partagé par le barman. Complètement. Et faut qu'à aucun moment on ait l'impression que lui, il travaille, il subit ou quoi que ce soit, qu'il soit vraiment dans le truc, et c'est le cas. Donc. Ouais, c'est vrai. On sent que cette relation client, elle vous tient vraiment à cœur. Ouais, complètement. En fait, c'est le cœur,
c'est le cœur de notre métier pour nous, c'est avoir une vraie relation avec notre client. On veut pas juste que ça soit un client et on envoie un devis, il paye et on a fait la prestation et hop. Non, on veut vraiment créer une vraie relation autour du client, comprendre ses besoins, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. Et nous, notre objectif, c'est de leur dire tout est possible. Tout ce que vous voulez, on va pouvoir le faire. Ça a un prix, mais c'est Ouais, possible. c'est ça, mais c'est possible. Et on le fera et ça nous fera kiffer de vous faire kiffer. Et c'est vraiment ce qu'on veut en fait. C'est leur dire, ok, vous avez une idée, et ben nous on va la rendre possible. Et c'est notre objectif, et c'est de les accompagner dès leur première approche jusqu'à la fin de l'événement. Et après l'événement, leur demander, voilà, est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, est-ce que vous voulez que, enfin, tu vois, ça passe aussi en amont de l'événement, par la dégustation, le fait de leur proposer une dégustation. Ils vont savoir déjà sur quel pied, enfin comment est-ce qu'on travaille, avec quel produit. Ça leur permet vraiment de voir ce qu'ils vont avoir le jour J, et c'est vrai que ça c'est important aussi. Leur expérience débute vraiment avant la prestation, quoi. Complètement. Ah, bien avant. Leur expérience, pour nous, l'expérience client, elle commence au premier coup de fil, dès lors qu'ils nous ont envoyé une demande de devis ou qu'ils nous ont appelé ou un mail. C'est là que pour nous commence l'expérience client, et il faut qu'on soit réactif, il faut qu'on soit concis, qu'on réponde à leurs questions. Faut pas, les entreprises parisiennes, on n'a pas forcément le temps. Il faut que ça aille vite. Et donc nous, notre objectif, c'est d'aller vite et d'aller droit au but et de faire en sorte que en un mail, 2 échanges, des appels, on soit très rapide. Ils aient compris ce qu'on fait, à quel prix, comment on le propose et où on veut aller avec eux et qu'on aille. Voilà, il faut que ça aille vite. Et le résultat du coup de cette satisfaction client, vous avez quelle note sur Google ? 5 sur 5 pour l'instant. Comment vous apportez justement ce côté personnalisation à chaque client? Ça débute par où et jusqu'où ça va? En fait, ça commence, on va dire, directement avec leur première demande de contact. Donc, dès qu'il y a une demande de contact qui est directement sur notre site internet, via un questionnaire ou un appel ou un mail, c'est là que vraiment commence l'expérience client. Et c'est dès cet instant-là qu'on va poser vraiment beaucoup de questions, savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils recherchent. Et donc c'est là qu'on va commencer cette expérience de personnalisation, où on va leur demander s'ils veulent des cocktails vraiment personnalisés, si le thème de la soirée c'est par exemple bleu, parce qu'ils veulent remettre un prix qui est bleu ou quelque chose comme ça. Okay. C'est des questions qu'on pose. Est-ce qu'il y a un thème? Est-ce que c'est quelque chose de spécial? Est-ce que c'est un lancement de Donc produit? vous vous intéressez d'abord en fait à l'événement et pas forcément à combien de personnes, etc. Vous allez vraiment chercher... En fait, un truc qu'on adore faire, c'est leur dire quel est l'objectif de cet événement, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous allez célébrer, est-ce que c'est par exemple un lancement de montre, ok, la montre elle est de quelle couleur, parfait, bah ok, avec cette montre, moi ce que je vous propose c'est qu'on va la mettre vraiment au cœur même de notre animation, on va pas juste servir des cocktails à vos invités, aux prospects, clients que vous allez inviter, on va vous proposer quelque chose de personnalisé. La montre que vous allez lancer, ça va être une montre qui va être de couleur rose poudrée par exemple, et bah on va vous proposer un cocktail vraiment rose. C'est quoi, vous la lancez en été la montre, ok, bah on va aller sur des saveurs plutôt estivales, donc ça peut être floral, fruité, des fruits de saison, des choses comme ça. Et derrière, on leur propose toujours la possibilité d'imprimer directement ou leur logo, ou le lancement par exemple, c'est le lancement d'une montre, le nom de la montre, par exemple, sur le cocktail. Ah oui, directement sur le cocktail, vous pouvez Exactement, imprimer, ouais. impressionnant. En fait, c'est ce qu'on leur explique, c'est qu'on a une imprimante qui est vraiment quelque chose une imprimante alimentaire, okay. qui est un outil gadget qui est incroyable, ce qui ça nous permet donc avec directement un système d'impression alimentaire, avec de l'encre alimentaire, d'imprimer directement sur la mousse du cocktail, avec quelque chose de très 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 précis. Ça peut être des dessins, un logo, un slogan, ce qu'on veut. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que les entreprises aiment beaucoup, avoir leur nom du cocktail, le nom du cocktail, leur nom de l'entreprise directement sur le cocktail. Ok, exceptionnel. Voilà. Oui, et donc là, vous allez personnaliser le nom, même. Exactement. On peut aller donc juste après. Donc une fois qu'on a vraiment ce cocktail qui est créé en fonction donc de la saison, en fonction de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils veulent faire de ce qu'ils veulent faire vraiment renvoyer, l'image qu'ils veulent renvoyer à leurs invités. On a vraiment travaillé donc là-dessus, tout sur le goût, sur la couleur, sur le visuel, sur ce qu'il va y avoir dessus. La verrie, chaque type de verrie est adapté au cocktail pour vraiment faire ressortir les saveurs, etc.
une fois qu'on a travaillé cette partie-là, donc qui est purement cocktail, on peut travailler le nom du cocktail, on peut leur laisser libre leur imagination, ou alors on leur propose un nom de cocktail spécial pour leur événement. On peut personnaliser les bars, on a plusieurs bars, plusieurs couleurs, plusieurs hauteurs, voilà. Et derrière, on peut également personnaliser, mettre leur logo sur le bar. Enfin, il y a vraiment plein. Rien n'est laissé au détail. On pousse vraiment le truc jusqu'au bout et qui est la personnalisation à fond. Le tablier qui peut être directement brodé. Carrément. On peut en fait travailler là-dessus avec des tabliers brodés pour le nom de leur entreprise. Voilà. On peut pousser le truc. L'idée, c'est vraiment leur faire ressentir que c'est pas juste un bar à cocktail qui envoie du cocktail. C'est vraiment leur entreprise, notre entreprise, et on fait quelque chose ensemble. C'est une vraie collaboration. Exactement. On le voit plus comme, c'est vraiment une relation client, c'est un partenariat, on va faire de cette soirée quelque chose d'incroyable, et on va le faire ensemble. Et à travers notamment cette animation cocktail, on va vraiment essayer de faire ce travail-là ensemble, et qui va faire que tous les invités vont se retrouver autour de notre bar, qui vont discuter ensemble. Ça va être des gens de plusieurs services qui ne se connaissent pas forcément et qui vont discuter des cocktails, qui vont faire connaissance, et on veut créer cette rencontre-là. Waouh. Je suis sur le cul, je m'attendais pas à ce que... on avait discuté avant, mais je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point dans la personnalisation. Je m'attendais pas du tout à ça. Et encore, il y a d'autres choses. La personnalisation des verres, la personnalisation des glaçons. C'est vrai. On peut mettre les glaçons sur les glaçons, exactement. On va vraiment s'adapter à chaque client, ce qu'il souhaite, etc. pour trouver la meilleure personnalisation, la plus pertinente, celle qui va s'adapter au contexte de la soirée, au nombre d'invités, et pour vraiment qu'il n'y ait pas de prestations pareilles et qu'il y ait cette unicité dans chaque événement. Complètement. Tant qu'à aller dans la personnalisation, est-ce que vous proposez d'autres choses ? C'est-à-dire que, parce que je sais que pas tout le monde est forcément aficionné, enfin, il n'y a pas que des aficionados du cocktail. Vous proposez des alternatives aussi pour les prestations ? Exactement. On propose tout type de bars, en fait. On propose des bars à cocktail, des bars à champagne, des bars à vin, bars à bière artisanale, bars à jus de fruits et smoothies. C'est vraiment, en fait, notre cœur de métier, c'est le bar. On s'est spécialisé dans le cocktail parce que c'est une passion. Mais à côté de ça, on propose tout type de bar pour tout type d'événements. Ça peut être des garden parties. Les smoothies, ça fonctionne très bien pour les garden parties. Avec l'été qui arrive, c'est très sympa. Et puis, champagne, vin. On aime beaucoup travailler avec des petits producteurs, comme on vous l'a dit. Donc, on a un petit producteur de champagne qu'on affectionne particulièrement, du sud de Reims. Donc, vraiment, c'est une affaire familiale qui travaille avec du bio. Et on a plaisir à mettre en avant leur savoir-faire sur plein d'événements. Complètement, oui. Excellent. Notre objectif, c'est vraiment de mettre en lumière les savoir-faire de nos partenaires. C'est-à-dire que c'est Homey Bartenders qui va être en ligne, un peu en ligne de front, quoi. C'est quand on va arriver face au client final, mais on met en partenaire tous nos clients, on met en lumière, tous les producteurs. Ouais, exactement. On met en lumière tous les producteurs, tous nos partenaires. Si on propose un cocktail à base de café, on va travailler avec des liqueurs du meilleur torréfacteur. On travaille avec notre espresso, qui est notre café, meilleur torréfacteur France 2016. On essaye de mettre en lumière des petits producteurs, des petites sociétés, des petites structures, et de montrer à quel point aujourd'hui, en France, on a la chance de travailler et d'avoir sur la France des producteurs et des gens qui sont fans de ce qu'ils font, et arriver sur des beaux lieux, des belles prestations, arriver à mettre en lumière leur travail, c'est quelque chose qui pour nous est très important. Comme l'a dit Valentine sur le champagne, on travaille avec des petits producteurs de Reims. C'est aujourd'hui pour moi un des meilleurs champagnes qui concurrence largement les grandes maisons de champagne. Sur le vin, on travaille pareil avec des petits vins et des petits producteurs, des producteurs familiaux, et c'est vraiment quelque chose qu'on adore et qu'on affectionne particulièrement, de mettre en lumière ce savoir et d'arriver, on va dire, dans les plus beaux lieux de Paris, avec des grandes structures, des grandes sociétés qui découvrent ces vins-là, qui ne les connaissaient de nulle part et qui disent « Waouh, c'est incroyable ». Donc finalement, je vais arrêter ces grandes maisons, où je vais diminuer et je vais partir sur le petit producteur qui a du bon produit, et c'est ça que je trouve qui est incroyable aussi dans notre métier. Je comprends un peu mieux, parce qu'au début je me disais marrant que tu parles de partenaires, alors que moi j'aurais plus vu ça comme des fournisseurs, mais en fait c'est vraiment un rôle de partenariat que vous nouez avec du coup vos fournisseurs qui ne sont plus que des fournisseurs. Ok, exceptionnel. C'est l'objectif, c'est vraiment de faire de nos fournisseurs une force, et pas juste quelque chose qui nous, pas juste un service. C'est vraiment un vrai partenariat, et c'est aujourd'hui notre force, c'est nous, parce que on va aujourd'hui créer des cocktails devant les clients, etc. On est vraiment la ligne, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est une force. Chercher, même le sur-mesure, vous êtes allé chercher de toute façon en amont. C'est ce qu'il y a de plus sur important, la production. Exactement.
Bah, ça me donne envie de goûter tout ça, moi. Hein. Ah bah oui, il est temps. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on passerait pas à l'atelier Allez, c'est parti. Moi, je suis prêt. Ok, c'est parti. On commence On par y va. l'espresso martini. Allez. Let's C'est go. parti. Idée. Ok, bah donc on passe au cocktail. Allez, passons Dis-moi au vif tout. du sujet. Donc on va commencer par un espresso martini. Est-ce que tu le connais? J'en ai bu quelques-uns. Super, génial. Donc j'espère que celui-ci va te plaire. Nous, c'est notre préféré chez Omi Ok. Bartenders. Donc c'est un cocktail à base de café que tu connais, qui est né dans les années 2000, donc assez récent. Ok. Donc on va voir ça ensemble. On va commencer tout de suite avec une vodka infusée à la vanille maison. Miam. Donc je commence, je te montre et puis tu n'as plus qu'à reproduire pour faire le meilleur espresso martini. Je te suis. Alors, on va commencer dans la petite partie de notre shaker avec ce qu'on appelle le... Doseur. Exactement, trop fort. Donc on prend la petite partie du doseur, ah non, la grande, autant pour moi. Et on va remplir de vodka infusée à la vanille. Et on verse dans la petite partie. Ok. Donc la gousse de vanille vraiment dans la vodka, c'est le truc qui change tout dans ce Ok. cocktail. Et ensuite, on va passer à la liqueur de café. Donc liqueur de café faite par le meilleur torréfacteur de France 2018. Vraiment un délice. Grande classe. Et cette fois-ci, on utilise la petite partie Ok. du doseur. Tiens, Merci. je t'en prie. J'essaye de pas en renverser. Ce serait un peu dommage. On a le tapis de barre pour Au cas où. les petits loupés au cas où. Ensuite, on va mettre un espresso. Donc l'équivalent d'un espresso, 30 ml. C'est très précis et minutieux. Exactement. Fait avec amour et minutie. Donc l'espresso, nous, qu'on choisit et avec lequel on travaille tout le temps, c'est le café du meilleur torréfacteur 2016, D'accord. avec qui on a l'habitude de travailler. Et vraiment, un café délicieux. Ensuite, on passe à la sucrosité. On va apporter un petit peu de sucrosité au cocktail, ce qui n'est pas toujours le cas chez l'espresso martini. Mais nous, Ok. on l'adore comme ça, avec un sirop de caramel salé. Ok. Donc avec de la fleur de sel. Et ça, pareil, ça change tout Parce que dans c'est la vrai recette. qu'on a quand même vachement l'habitude d'avoir des cocktails qui sont globalement assez sucrés. En tout cas, Nous, du coup, on dans va le grand toujours public, en rechercher, tout cas. rechercher l'équilibre, tu vois. Ouais. Donc là, on va vraiment avoir la force. On va Ok. vraiment avoir la force avec l'alcool, la liqueur et la vodka infusée à la vanille. Et apporter un petit peu de douceur avec ce sirop de caramel salé. Ok. Et ça va venir équilibrer le cocktail. Donc ça va être à la fois fort, puissant et sucré. Ok. Donc là, on a mis tous les ingrédients dans notre petite partie. Et on va venir mettre les glaçons pour se préparer au shaking. Ok. Donc là, je t'invite à en prendre. On prend dans le grand du coup. Exactement. Dans la grande partie, tu peux prendre 4 glaçons, c'est parfait. Hop là. On va venir verser la petite partie dans la grande. Hop, comme ça. Ok. On ferme le Ferme. shaker. On fait bien attention à ce que ce soit en biais. Comme ça, tu vois. Ouais. Comme ça, c'est fermé hermétiquement. On frappe par-dessus. On va fermer hermétiquement parce que ça va créer une petite émulsion, le fait de shaker. Ok. Et on va shaker vigoureusement avec le sourire, de haut en bas, comme ça. Donc bien de haut en bas pour que le liquide il aille de tout en haut du shaker à tout en bas. Avec un grand smile. On va venir ouvrir le shaker. Donc, tu peux faire un petit mouvement de levier, comme ça. Elle a plus de force que moi. Alors après, plus on shake, plus il est glacé, plus c'est dur à ouvrir. Ok, j'y suis. Super. On va prendre le verre à martini. Très joli verre. Tac. Et on va venir filtrer ce cocktail. Ok. Pour ça, on utilise 2 passoires différentes. Tu as la première passoire à cocktail, que tu peux mettre comme ça, sur Ok. ton shaker. Pour limiter les glaçons. Exactement, ça va venir bloquer les glaçons. Et ensuite, on va utiliser une double passoire fine, pour Ok. vraiment filtrer les petits cristaux de glaçons qui se sont créés avec le shaking. Ok. T'es prêt à verser? On tient ici Donc avec là, le doigt. tu tiens comme ça exactement. Et on va y aller d'un coup assez rapide, donc Ok. sans trop s'emballer non plus, mais assez rapidement pour avoir une belle mousse. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tout pareil sans la mousse. C'est ça. T'inquiète pas, c'est normal, c'est souvent le risque. Pour un premier shaking, c'est tout à fait normal. Donc c'est vraiment ce que je te disais, tu vois, de faire de bas en haut.
Ok. C'est Avec vraiment le le mouvement shaker. de balancier. Exactement. Ok. Pour que le liquide il traverse vraiment les deux parties du shaker. J'en ai mis un petit peu. Ouais, franchement, c'est pas mal. Hein. Tu peux être fier. Hein. Pour une première, c'est top. Si tu veux, tu peux le reshaker si tu veux vraiment une belle mousse. Ok. Mais sinon, comme ça, il sera déjà délicieux. Il a Ça l'air en sent tout bon. cas. La petite touche finale, c'est les grains de café. Ok. Ça, tu vois, c'est juste pour l'esthétisme, mais ça fait la différence. Donc, tu peux en prendre 3. Tac. Merci. Et moi, j'aime bien les positionner en triangle. Et après, faut se faire confiance. On peut laisser libre cours à son imagination. Et tu vois un petit triangle sur le côté. C'est très joli. Et voilà. C'est un presque triangle. Eh, pas mal. Et voilà. T'as fait ton premier espresso martini. Yam. Bravo. Merci. Cheers. Ça sent bon. Et c'est bon. Mm. Miam. Eh bien, écoute, je suis ravie que ça te plaise. On passe au suivant. Allez. On va laisser Maxime et Julien nous présenter le prochain cocktail. C'est parti. On vous laisse prendre les rênes. Donc on se retrouve pour la deuxième partie avec Julien. Donc quel cocktail on va faire? Et aujourd'hui, nous allons faire en seconde partie un Virgin Mojito. Ok, t'es prêt? Allez, c'est parti, je te suis. Parfait. Le truc qui est pratique avec le Virgin Mojito, Ouais. ou le Mojito, c'est que c'est un cocktail qui est très facilement faisable à la maison. Ok. Tu peux le faire sans shaker, sans matériel. Tu as juste besoin d'un verre, du citron vert, Ok. de la menthe. Je te suis, me prends pas comme ça avec le couteau s'il te plaît. Première partie, on va commencer à couper le citron. Ok, tu coupes Ok. le cul du citron, Ok. tu le coupes en deux, hop, et ensuite on repart, tu le coupes en 4. Ça marche? Ok. Ça c'est la première partie. Tu mets les Donc, 4 directement dans ton verre. citron. On le coupe en deux Exact, puis en 4. et en quatre. Et ben voilà. Hop. C'est vrai que ça peut faire un peu long. Oui. Hop, Nickel. je te suis. Parfait. Tu vas venir prendre ici hop, une petite cuillère de sucre que tu vas mettre directement. Comme ça à peu près. Parfait. Hop, Super. c'est magnifique. Excellent. On va passer maintenant au sirop de sucre. Ok. Donc en fait, on va apporter un peu de la sucrosité donc avec le croustillant du sucre comme ça. Et ensuite, en liquide, hop, tu vas venir jusqu'au premier trait ici et tu mets ça directement Ok. dans le verre. Donc moi, tu sais, tu me dis. Oui, exactement. Premier trait. Ok, on est bon. J'avais jamais entendu ça, croustillant du sucre. Le croustillant du sucre. Voilà, parfait. Ok. Et donc là, Suivant. tu vas venir prendre ton pilon Ouais. de bar. Hein. Ouais. Et on va venir, hop, ici directement, voilà, gentiment presser ici ton citron. Ok. Faut pas être agressif. Hop. Gentiment. Faut pas être trop pressé. Voilà. Ah, mais il y a plein de jeux de mots à faire. Viens, on part pas là-dessus. Ok. Les gens trop chiants. Ok. Et donc maintenant, on va prendre notre menthe. Ok. Fais gaffe, là, il y en a une de notre. Hein. Donc, hop, on va venir ici tourner. Ok. Ok. Ouais. Et on va venir la fesser. Ok. On fesse la menthe. Ça s'appelle vraiment comme ça ou... On dit Ok. fesser la menthe. Ok. Et tu vas C'est la vrai que mettre. ça sent mieux. Voilà. Ok. Donc, tu vois, il y a vraiment un avant-après hein, avec Ouais. la menthe classique que tu peux voir ici. Hop, vas-y, mets-la dans. Tu peux la porter au nez. Et après, tu peux la fesser. Ça sent mieux. Et là, tu as vraiment une extraction d'arôme qui est extraordinaire. C'est vrai. Parfait. Donc, on va venir mettre un petit peu de citron. Ok. Citron pressé maison. Ok. Donc Pour là, on part apporter un sur peu un mélange. d'acidité, du coup. Exactement. Ok. La partie acide. Donc, pareil, toujours ici. Attends, comment tu portes toi? Comme ça ouais. Donc là, c'est un citron pressé donc, tout à l'heure. Donc, on fait ça à chaque fois pour les ateliers et les événements. Ok. On presse toujours en amont, comme ça on gagne du temps. Et Ok. en plus, c'est vraiment un gage de qualité d'avoir du vrai citron pressé. Donc là, on fait un mélange citron vert, citron jaune. Ok, ça marche. Ok. Donc, dernière partie, on va venir rajouter sirop saveur rhum. Donc là, c'est vraiment pour avoir, donc, sur le côté virgin, un vrai arôme de rhum. Ok. Ok. Pour avoir une bonne saveur. Et C'est vraiment pour retrouver le goût du mojito, mais sans exactement. alcool. Milieu du coup aussi. Hein. Ouais, toujours. Ok, ok. Ok. Parfait. Il va être corsé celui-là. Parfait. Une fois qu'on arrive ici, donc on a mis des glaçons. Combien il coûte le micro déjà, Pierre? 250. Ah ouais. Ça va. Il va falloir faire des cocktails. C'est ce qu'il fait en une demi-après-midi. Parfait. Donc du coup, on va le récupérer là. On peut mettre l'eau peux en pétillante. On mettra l'eau pétillante jusqu'en haut.
Ok. Jusqu'en haut. Top. Nickel. On récupère la tige de menthe qu'on avait tout à l'heure Fessé. fessée, Exact. qui sont vraiment super bons. Donc là, on peut la mettre, voilà, donc ici, ça va te servir vraiment comme un garnish, donc une décoration pour ton cocktail. Ok. Et en même temps, ça rajoutera vraiment de l'arôme de menthe qu'on a eu tout à l'heure. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de venir prendre ton verre ici, prendre ta cuillère à mélange, et tu vas venir attraper les ingrédients tout en bas et les soulever. Ok, Ah, c'est juste pas, soulever, c'est pas c'est pas tourner, remuer. en fait, c'est juste, hop, tu soulèves ici. Ok. Tu prends de base en haut, hop, et tu soulèves. Et C'est une erreur après, qui peut être faite souvent, de justement tourner au lieu de soulever. ça peut être quelque chose qui peut être fait, effectivement. Après, l'idéal, c'est de. Bon, on commence toujours par soulever un petit peu et ensuite, hop, tu peux faire un petit tour. Mais Ouais. c'est vrai que juste tourner, en fait, tu as tout la menthe, le sucre et le citron que tu as écrasé qui se retrouvera en bas et qui ne sera pas bien mélangé ok. à ton cocktail. Ok. Et donc, une fois que tu as fait ça, on prend le demi-citron qu'on avait pressé tout à l'heure. Ouais. Tu coupes, hop, ici, une rondelle. Tu fais une petite entaille ici. Et ça, tu vas venir la mettre, hop, juste à côté de ta menthe. Ok. Tu récupères une paille. Et si elle croit en Dieu, c'est une menthe. Religieuse. Exactement. Ça qui est con. Et donc voilà, tu mets ta paille pile au milieu. Donc tu vois, n'hésite pas à bien coller ta menthe à ton citron. Ah ok. Voilà. Et donc tu colles ta paille pile au milieu des deux. Au milieu des deux. Ok. Exactement. Ça permet d'avoir vraiment une bonne expérience de dégustation. Au moment où tu vas venir mettre la bouche au niveau de la paille, tu as vraiment le nez sur la menthe Ok. et au niveau du citron. Et là, c'est au top. Et bah Au top. tienne. Allez. C'est super bon, on dirait vraiment qu'il y a de l'alcool en vrai. C'est pas mal hein, pour un Ouais. gin mojito. Franchement, c'est super bon. Et voilà. Top. Ok, et ben déjà merci. Avec C'était une expérience franchement ultra atypique. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'habitude de faire des cocktails chez moi de temps en temps. Enfin, mon cocktail préféré c'est le Cuba Libre, c'est-à-dire La base. la base vraiment dans ma cuisine avec pas grand-chose. Donc c'est marrant d'avoir justement un peu de matériel devant soi, de se servir un peu d'ustensiles, de voir un peu aussi comment vous travaillez, de comprendre plus facilement. Avec le fait de le faire. Et l'expresso martini, waouh! Bah, écoute, tu t'es Et c'est super bien vraiment débrouillé. excellent. Hein. Merci. Pour une première, il était très beau. Sauf la mousse. Non, C'est ça le va, plus elle était dur. bien. Le shaking, Ok. c'est le plus dur. C'est Ouais. vraiment le geste technique. Un coup de main à prendre, mais ouais, le goût du café et tout, enfin, c'est Et est-ce que impressionnant. tu avais déjà goûté les espresso martini? Tu avais déjà testé? J'ai pas souvenir. Donc, je crois que oui, mais c'est il y a tellement longtemps. Buvez Et pas aussi. j'ai un souvenir de sucre, Ouais. en fait. Alors que là, j'ai pas du tout. Enfin, c'est sucré, mais je sens pas, je me bouffe pas le sucre en pleine face. J'ai la saveur du café, et j'ai même pas la force de la vodka, mais j'ai La le douceur de truc la qui- vanille. petit souligné, légèrement Ouais. goût de vodka avec un peu de vanille, machin. Enfin, il a vraiment. Je comprends comment vous travaillez votre équilibre, parce que là, il a un équilibre qui est incroyable. Enfin, j'ai goûté et vite fait celui que Valentine a fait et le mien. Euh, Franchement, c'est fou comment juste le dosage, etc. et la préparation en amont des produits amène à un truc exceptionnel. Mm. Puis on sent le meilleur torréfacteur France dans le cocktail. Non mais c'est vrai, je trouve, enfin, honnêtement, bon maintenant quand on va dans d'autres bars à cocktail ou dans des bars on va dire plus classiques, c'est vrai que goûter un espresso martini, Ouais. ça devient difficile. C'est impossible. Ouais, c'est impossible. très difficile parce qu'on sait qu'ils travaillent pas avec les mêmes liqueurs, que c'est pas un espresso c'est de grande qualité et c'est vrai qu'aujourd'hui travailler avec des bons produits c'est tellement, enfin en fait ça nous éclate. C'était au début un engagement. Mais en fait, maintenant, c'est devenu limite une passion de travailler avec des bons produits et c'est tellement incroyable. Ouais, maintenant, si je te Et dis d'en tu peux découvrir. prendre plus de marge, etc., en prenant Non. des produits plus classiques, Non. Non, impossible. vous iriez même pas. Non, impossible. Et je suis sûr C'est même pas qu'aujourd'hui, une nos bars. question. Ouais, non, mais c'est même pas une question. Et j'en suis sûr que nos barman, ils ont cette même ADN-là maintenant. Ils savent que. En fait, je pense que c'est ça. Ils aiment travailler avec nous parce qu'ils aiment les produits qu'on utilise. Ils aiment ce qu'ils font. Ils aiment de la manière. Enfin, tu vois, c'est con, mais travailler avec des bons produits aujourd'hui, c'est vrai que face à toi, tu as des réactions qui sont différentes que quand tu travailles avec des produits moyens. Et ça joue beaucoup dans ta reconnaissance. Nos barman, quand ils vont sur des prestations et qu'ils ont des bons retours et qu'ils disent waouh, c'est incroyable, ils ont une reconnaissance que leur travail est incroyable. Et je pense que ça fait kiffer. Et c'est aussi ça qui les motive et qui nous motive. Donc voilà. Ok. Et toi, Max Pour ma part, pour ce petit Virgin Mojito, je faisais assez partie des gens qui sont les cocktails sans alcool, ça sert à quoi? Il n'y a pas d'alcool. Et
Et bah du coup, j'ai vraiment retrouvé la vraie expérience du mojito. Ouais. Et on sent pas qu'il n'y a pas d'alcool. Enfin, du coup, on sent bref, je me suis compris. Goût, t'en le ressens Du coup, il est un pas. peu bourré sans alcool. Non, mais je retrouve Il est vraiment... pas habitué, faut le Je suis pas laisser. habitué. Non, je retrouve cette vraie expérience du mojito. C'est exactement le même goût. Et il y a beaucoup de mojitos où, justement, pour être des virgin mojito, soit c'est trop sucré, soit du coup c'est de la flotte parce qu'il y a trop de glace pilée ou machin. Et là, vraiment, c'était vraiment excellent. Et c'est une vraie alternative, justement, pour des gens qui ne boivent pas d'alcool et qui peuvent se retrouver souvent à l'écart dans ce genre de soirée, d'avoir leur cocktail. Et puis, je pense que pour des entreprises, ça les intéresse aussi d'avoir des sans soirées alcool. sans alcool. Ouais, ça Donc, marche. c'est beaucoup. un vrai ajout de valeur, je pense, de proposer ce genre de cocktail. Et il se rapproche vraiment de la réalité. Donc bravo pour ça, quoi. Merci. Beaucoup. Bah, on est ravis que ça t'ait plu. Ouais, C'était vrai. Et c'est vrai, nous, on aime mettre en lumière que le cocktail sans alcool, c'est vraiment un mocktail. C'est pas un cocktail Oui. dont on a retiré quelque chose. C'est un cocktail qu'on a retravaillé différemment pour faire souligner différents ingrédients. Et je vais même dire, on va plus travailler un sans alcool du fait qu'il n'y ait pas d'alcool, justement, et travailler avec plein d'herbes pour qu'il y ait plein d'arômes, etc. Et on veut vraiment mettre en valeur ces produits-là. Il y a plein de spiritueux maintenant qui se font avec lesquels on travaille. Des petits producteurs, encore une fois, de spiritueux qui font des choses géniales. Et on arrive à faire des merveilles avec du sans-alcool. Des spiritueux sans alcool, ouais. Et pour le coup, on a d'excellents retours, même de gens qui, à la base, sont un peu sceptiques, genre cocktail sans alcool, aucun intérêt. Mais c'est chouette d'avoir des beaux retours, c'est très bien pour les entreprises. Et le cocktail sans alcool a totalement sa place maintenant dans les soirées. C'est clair. Ça apporte vraiment ce côté festif. Bah, on se retrouve avec des... Ça peut être tout simplement des SAM, tu vois. Non, mais ça peut être soit Très des bien gens joué. qui vont rentrer, qui conduisent, des gens qui boivent pas d'alcool, des femmes enceintes. Et en fait... Ils peuvent quand même profiter de la soirée, d'une Exactement. expérience où ils n'ont pas juste du coup un cocktail où vous avez retiré l'alcool et du coup on perd votre cœur de travail qui est du coup l'équilibre, puisque du coup on retire juste une saveur, on perd cet équilibre parce que les forces sont déséquilibrées. Et du coup c'est intéressant de savoir que vous le retravaillez du coup en repartant de zéro. Et visuellement aussi, on s'attache à ce que ça ressemble complètement à un cocktail avec de l'alcool. Ça permet beaucoup de choses, c'est qu'il y a beaucoup d'a priori, surtout en France, sur l'alcool. Et c'est vrai que c'est important d'en parler, mais qu'aujourd'hui, l'alcool a une place extrêmement importante en France. Et tu arrives dans une soirée, il y a quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, que ça soit aussi bien une soirée d'anniversaire, un mariage ou un gala, il va tout de suite être soit stigmatisé, regardé bizarrement, etc. Questionner juste déjà, questionner, en mettant, pourquoi tu bois pas de l'alcool, là, c'est bizarre. Laissez-le. Ouais. Non mais c'est vrai, tu vois. Voire même inciter. Inciter, Ouais, bah, sur une vas-y, pousse, bois de l'alcool. juste un verre. Et c'est vrai qu'en fait, nous, ce qu'on voulait, c'était créer un cocktail avec alcool, un cocktail sans alcool, les mettre côte à côte, et on voit que c'est les mêmes. C'est servi dans la même verrerie, c'est avec le même garnish, la même décoration. Visuellement, c'est la même chose. Et c'est vrai que ça, aujourd'hui, pour nous, c'est important de se retrouver avec quelqu'un qui est avec de l'alcool et quelqu'un qui est avec un cocktail sans alcool, qui sont côte à côte. Ils n'ont pas forcément besoin de se poser la question de s'ils boivent quelque chose avec l'alcool. Ils boivent la même chose. C'est la même expérience haut C'est de la gamme même- pour tout le monde. Et Exactement. justement, tous ces moments où les gens peuvent un peu se séparer, etc., vous les Ouais. rapprochez, justement. Oui, parce qu'en France aujourd'hui, on a une honte de ne pas consommer de l'alcool dans certaines soirées. On a honte de se dire, je vois tout le monde avec des super cocktails, et moi je vais être là avec mon petit jus, tu vois. Alors que nous, ce qu'on voulait vraiment aussi là-dessus, sur le sans-alcool, c'était créer quelque chose d'important et de haut de gamme, de la même manière qu'on crée quelque chose avec de l'alcool. Et c'est de mettre deux personnes qui ont deux cocktails, un cocktail et un mocktail, et qui ne se posent même pas la question, ils boivent pour eux la même chose. Créer une inclusivité, il n'y a Ouais, pas c'est de ça. laisser pour compte, quoi que tu boives. Et c'est souvent bien vu. Il y a souvent des gens qui viennent nous voir, ah mais vous faites du sans-alcool, Ouais. qui viennent au bar et qui disent mais c'est génial, putain, mais j'avais honte de demander, et en fait ils se retrouvent avec un cocktail qui est le même quoi. Donc voilà, ça c'est très cool. Je pense parler d'une seule voix pour nous, Sam. On est convaincus de Ouais. la Presta. Mais on va vous laisser convaincre les gens. Et si vous voulez regarder la caméra et nous dire en une minute pourquoi vous choisir. Top Ok. chrono. Ah, ça va pas être facile. Pourquoi nous choisir ? Tu veux commencer ou je commence ? Ah non, je t'en prie. Je te laisse cette lourde tâche. Non, mais nous choisir, c'est choisir des produits français, des produits de qualité, des petits producteurs, des producteurs familiaux, travailler avec une entreprise à taille humaine qui va chercher des partenaires à taille humaine et mettre en lumière des savoir-faire qu'on va pas forcément connaître, travailler avec des produits de qualité, proposer des prestations haut de gamme, élégantes, créatives, et vraiment, c'est notre objectif, c'est de faire de votre besoin
de votre envie une réalité, de votre rêve une réalité. C'est pas mal ça, non ? Ouais. C'est votre ADN. C'est notre Excellent. ADN. C'est ça. Donc, Ah, si vous merci. voulez une expérience qui vous ressemble, appelez Omi Bartenders. Très bien. Belle conclusion. Merci beaucoup pour ce speech. Merci. Du coup, tout au long du podcast, on a aussi un peu parlé d'entrepreneuriat, etc. Et on avait quelques petites questions de fin, Ok. dont 2 sont inspirées de 2 autres podcasts qu'on écoute de temps en temps. Donc, si vous êtes prêts, on peut vous les poser. Avec plaisir. Allez. Alors, la première question, qui est assez intéressante, c'est un conseil que vous avez beaucoup entendu, mais que vous jugez totalement faux maintenant que vous êtes dans l'entrepreneuriat. Faites un business plan. Ouais, c'est clair. Non, en vrai, on trouve que c'est très important de faire un business plan et de préparer son futur business à venir, de ne pas se lancer Moi, je suis pas d'accord. à corps perdu. mais j'y viens, là on se rejoint. C'est vrai que si on avait un conseil, j'espère que c'est pas ta question d'après, mais si on avait un conseil, c'est l'inverse, c'est de d'oser en fait, d'oser se lancer, peut-être se tromper et rebondir, Passer mais- à l'action. passer à l'action, exactement, de pas trop tergiverser, vraiment réfléchir, enfin faut réfléchir le projet et pas non plus se lancer dans n'importe quoi, mais voilà, rapidement se lancer, faire des erreurs, c'est pas grave, on va rebondir. Et si on réfléchit trop, on potasse le sujet dans tous les sens, de toute façon, ce qu'on prévoit en amont, c'est pas ce qui va se passer dans la réalité. Il va se passer toute autre chose, c'est une certitude, parce qu'il y a ce qu'on appelle des aléas qui ne dépendent pas de nous. Et donc, Et au pire, tu lancez-vous, ne sautes osez. jamais. Comment ? Si tu te prépares trop, au final, tu finis par ne jamais sauter en plus. C'est ça. Exactement. Le passage à l'action, c'est là où pour moi on apprend le plus. C'est tu te lances, tu vas apprendre, tu vas échouer, tu vas rebondir, tu vas te relever. Et c'est vraiment pour moi le maître mot de l'entrepreneuriat, c'est passer à l'action, c'est faire, refaire, tomber, se relever. Et c'est ça. Ok. Du coup, c'est totalement ma question d'après. Putain. Non, c'est pas vrai du tout. Ah, oui. Mais il y a autre chose aussi. Dis-moi. Il y a une question que je trouvais qui était drôle dans les entretiens d'embauche, c'était quel est ton pire défaut ? Et vous savez, à chaque fois qu'on prépare les entretiens d'embauche, on disait perfectionniste, etc. Ouais. Et moi, je comprenais pas trop quand j'étais petit, je préparais des entretiens, quand j'étais jeune pour des stages ou quoi. Pourquoi perfectionniste, c'est un défaut, mais en même temps, c'est un défaut qui est sympa à donner parce que on aime la perfection. Et en fait, maintenant qu'on est dans l'entrepreneuriat et C'est qu'on un a vrai défaut. et bah, c'est un vrai Oui, défaut. Mhm. On se rend compte que c'est un défaut parce que alors c'est très bien d'être perfectionniste sur certains points. Parce qu'à cause de ça, tu peux ne jamais te lancer, etc. Bah, exactement. Ouais. Et en fait, c'est aussi le problème, le fait d'être perfectionniste, je pense que ça va aussi avec une qualité qu'on a derrière, c'est l'exigence qu'on a envers nous-mêmes. Mais parfois, quand tu es trop perfectionniste, tu passes jamais à l'action parce que tu réfléchis trop le produit, tu réfléchis trop ce que tu veux faire, trop le service. Alors qu'en fait, ce qu'il faut tout simplement faire, c'est se dire, ok, là j'en suis là, on est en 2024, on fait quelque chose, je me lance. Et je sais qu'en 2030, 5-6 ans plus tard, je vais revenir là-dessus et je vais dire ah ouais, c'était pas ouf. Et pourtant, quand je l'ai fait en 2024, ça m'a apporté tant de clients, ça m'a apporté tant d'activités, etc. Mieux donc, en vaut le fait- peaufiner au petit à petit. Exactement. Et vaut mieux se lancer, se dire bon bah ok, j'ai pas forcément été, j'ai pas fait la chose qui était parfaite à ce moment-là, ou en tout cas qui était vraiment. Tu vois, le fait d'être perfectionniste, pour moi, ça veut dire qu'on se creuse trop les méninges et on est trop dans le truc et on se lance pas. Et puis, il vaut mieux faire une action, même si c'est pas ouf, que 0. Quoi. Ouais, Mhm. 100%. Deuxième petite question. Quelle vision vous avez de Omi Bartenders dans 10 ans ? Dans 10 ans, l'objectif, c'est d'être le numéro 1 en France du bar à cocktail mobile et donc s'implanter également dans d'autres pays. On a pour objectif, donc, à plus court terme, de s'implanter également au Portugal. Je suis originaire au Portugal. Donc c'est pour moi important également d'aller dans le sud du Portugal, c'est très festif. Lisbonne aussi, et de s'implanter dans l'événementiel là-bas. Donc ça, c'est vraiment court terme. Et donc, ça se trouve, numéro 1 en Europe. Qui sait ? Waouh. Beau projet. Ouais. Deuxième petite question qui peut être propre à chacun de vous. Si... Troisième question ? Ouais. Ouais, c'est la troisième question, effectivement, Sam. Si aujourd'hui vous aviez budget illimité, tout de suite, qu'est-ce qui vous vient ? Quel projet vous aimeriez faire ? Pour Omi Bartenders ? Non, pour vous, quel projet t'aimerais lancer si t'avais budget illimité là d'un coup ? C'est hyper dur comme question. Qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit ou t'as forcément pensé à un moment, ouais, si j'avais budget illimité, Mhm. j'adorerais faire ça, tu vois. Moi, je créerais une voiture volante. Il y a un mec qui essaie de le faire en ce moment. Depuis Ah ouais quelques années, ouais. il y a Ah, un- voilà. Moi, je pense que je ferais une voiture volante. Mets-toi en contact avec lui, monter un truc. Hein. Ouais, il y a peut-être moyen. Ouais. Pas Et d'idée, toi, Valentine ? Mais attends, je vais dire des trucs hyper clichés. On s'en Créer C'est une pas marque grave. de vêtements. Never. Never, je vais surtout pas faire ça, tu me Ouais. connais pas ou quoi ? Et c'est vrai.
Non, franchement, je voudrais vraiment régler la faim dans le monde. Ça fait vraiment hyper cliché. Mais tellement. Ah ouais, clairement, tu me donnes un budget illimité, Ouais, ok. mais je mets fin à la famine. Ok. Voilà. Quatrième question. T'as dit quoi? Ce serait génial. Julien, Ouais, il bah veut ouais, voler c'est en génial. voiture. Moi, je veux juste voler avec ma voiture. Voilà. C'est Mais parfait. c'est pas grave, c'est une C'est collaboration. une on belle fait une complémentarité entre tous les deux. Comment Tu t'amènes viens la avec sa nourriture dans voiture, le il va pouvoir tiers-monde? lâcher les sacs de bouffe. Et puis, toi, Exactement. Voilà. C'est bon. on est Mise en bon. pratique. Ouais, on est bon. Quatrième petite question, celle-là elle est tirée des podcasts de David Laroche et je la trouve super intéressante. C'est si vous deviez inviter le temps d'un repas une personne morte ou vivante, réelle ou fictive, qui ça serait et pourquoi? Intéressant. Hyper intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez parler pendant 1 heure avec cette personne à C'est table, génial. mais n'importe quelle personne. On est obligé d'en choisir qu'une. Hein. On peut pas faire un festin, on est plusieurs. Ah, tu peux pas faire toute une team. Ah, dommage. C'est pas une soirée cocktail. Dommage. Tu peux discuter création de cocktail avec Ratatouille, par exemple. Ah ouais, hyper intéressant. Pas mal. Tu tires les trucs. Vas-y, tu peux, t'as pas une idée, toi? Non. Je dirais une personne. Moi, je pense à un Bernard Arnault, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, quelqu'un qui a créé un empire et qui me donnerait les clés pour créer un empire. Ok, super intéressant. Avec comme objectif de partir d'une société, la développer, prendre des risques, plein de risques, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous manque et ce qu'on est en train de faire de plus en plus, c'est prendre du risque pour grossir et créer d'autres choses, se développer à l'international, etc. Et je pense que ça serait échanger avec lui pour voir comment créer un empire. Ok. Valentine. Bah moi je pense que j'adorerais échanger avec Simone Veil Ok. et voir comment elle a réussi à faire ce qu'elle a fait et pouvoir m'inspirer de cette femme. Super intéressant. Bah, du coup, si vous n'avez pas lu les questions, c'est dommage. Ça va être compliqué. Mais la question suivante, c'est cette personnalité, si vous deviez lui faire un cocktail, lequel ce serait? Ah, c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce que cette personne t'inspire? Quel cocktail tu lui ferais? Je lui ferais un cocktail hyper floral. Je sais pas pourquoi. Mais le problème, ça va être la justification. Je mettrais bien de la lavande dans son cocktail. Je rajouterais un peu de côté pétillant. Je travaillerais aussi avec Je travaillerais sur du sans-alcool. Je sais pas pourquoi. Hein. Simone Veil, j'espère que tu voulais pas de l'alcool. Mais je travaillerais sur un bon spiritueux sans alcool avec des notes de fleurs, de roses, d'hibiscus. Et voilà. Et je ferais un dégradé. Je ferais un joli dégradé Et de comment tu orangé l'appellerais? rose avec l'eau pétillante. Ça ferait un joli nuancier. Et je l'appellerais En voiture, Simone. très bonne collaboration. Allez, c'est moi, c'est Très bonne validé. collaboration. En voiture volante, Simone. Oui, en voiture volante, Exactement. Simone. Et on est bon, là, c'est bon. Bon, on va monter un truc, les gars. Crème dans l'auto, moi, Simone. Et pour toi, Julien? Moi, je Quel, pense que quel cocktail pour Bernard Arnault? je pense que je lui ferais quelque chose avec... Forcément, quand on parle de Bernard Arnault, on pense à l'homme le plus riche du monde. Donc, il y a le mot riche, moi, qui me revient. Même donc, pour moi, j'irais vers un cocktail riche. Donc, j'irais quelque chose d'assez onctueux avec... en même temps, quelque chose... Toujours rester dans l'élégant, parce que c'est quand même le luxe. Et je partirais sur un produit qui pourrait être une liqueur d'amande. Qui pourrait représenter, on va dire, la couleur un peu, quand c'est bien travaillé, un peu doré, donc qui pourrait se rapprocher de quelque chose d'un peu élégant, luxe et de l'argent. Et je pense que j'irais vers voilà, des produits, on va dire, nobles, élégants et qui représentent bien son groupe qui est le MH. Ok. Top. Est-ce que vous avez une réflexion faite sur un nouveau business ou quelque chose que vous aimeriez développer dans le futur? Un autre business? Ouais. Tu as un truc, Maintenant que toi vous êtes entrepreneur, un truc auquel vous avez pensé, que vous aimeriez bien faire? Franchement, à réfléchir, mais là, comme ça, je sais pas. Non. Moi, j'ai plein de trucs. Moi, j'ai envie de faire plein de trucs. J'ai plein d'idées. À suivre alors. Ouais, à faire à suivre, mais j'ai plein d'idées. Ok. J'ai envie de créer plein de choses. Et la dernière question qui est tirée des podcasts de Mohamed Bouclet, c'est si vous deviez laisser un héritage à votre famille, ni financier ni matériel, lequel ce serait? Ah, j'adore cette question. Un héritage ni financier ni matériel, donc un héritage de valeur. Exactement. Soit de C'est ça. valeur, d'apprentissage, de ce que tu veux. L'éducation.
moi, ce serait de vivre à fond, chaque instant, chaque minute, de se tromper, d'échouer, de recommencer, de tester un maximum de choses, parce que je sais pas combien on a notre vie, mais si on n'en a qu'une seule, autant en profiter un maximum et faire tout ce qui nous passe par la tête. Donc si t'as plein d'idées, let's go. Non, c'est vrai, je trouve que en vrai c'est pas mal ce que t'as dit. Je suis assez d'accord, vivre. Ouais, mettre de la vie dans les années, je trouve que c'est important. Mais je dirais, pour moi, il y a un autre point qui est très important, c'est l'éducation qu'on donne à nos enfants, mais pas juste l'éducation au point de vue l'école, etc. Mais je dirais vraiment avoir du recul sur ce qu'on entend, avoir un esprit critique. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement important d'avoir un esprit critique. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a la télé, il y a les réseaux sociaux, et on est de plus en plus face à de l'information. On ne sait pas si elle est vraie, si c'est des fake news, si c'est, tu vois. Donc je trouve que c'est important aujourd'hui de donner une bonne éducation. Ça permet d'avoir suffisamment de connaissances pour prendre le recul sur ce qu'on va te donner. Et je trouve que c'est important d'avoir du recul. Et sur ces beaux mots, du coup, une belle transition sur un message inspirant que vous voudriez laisser aux auditeurs. Croyez en vos rêves. C'est ce que j'allais dire, croyez en vous. Très beau message. Non, mais en vrai, croire en soi, c'est important. Faire, passer à l'action, c'est ce qui, je trouve, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là où on est, c'est qu'on est passé à l'action et on a tenté des choses, on a créé des choses et avec beaucoup de courage et autre chose qui est très important, savoir s'entourer. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important et c'est vrai que bien s'entourer. Ouais, on a de la chance d'être extrêmement bien entouré avec la famille de Valentine, ma famille, nos amis et c'est une force. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pense que sans eux, on serait pas au même endroit et on serait pas arrivé au même niveau. Et je trouve que voilà, savoir s'entourer, c'est une vraie force de l'entrepreneur. Et je conseille beaucoup de livres qui sont autour de ça, de comment se faire des amis et comment avoir un cercle autour de soi et qui fait qu'on a envie d'évoluer plus rapidement que d'autres personnes, par exemple. Ok. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Super agréable. Et je vous laisse, si vous voulez partager tous vos réseaux sociaux, etc. Nous, ce sera mis dans les descriptions. Et en petit encart en dessous. Ouais. Génial, merci Un peu beaucoup partout. à tous les deux. Merci, c'était vraiment une Merci belle pour votre expérience accueil. pour nous. Merci de nous Avec avoir plaisir, accueillis. c'était très cool. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre sur tous nos réseaux, Homie Bartender sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Et à faire appel à nous pour tous vos événements. Top. Je vous propose qu'on se lève et qu'on parte pour faire la fin en mode cut au flou, machin, et on se lève, on pose. Ah, comme dans le JT. Mais on part par où? Par où tu veux. Sur Barbasse, ok. Il faut partir par les côtés. Dans le... Allez. Oh, ça fait Et tellement merci bizarre à tous d'enlever. d'avoir écouté le podcast. Merci. Oh, ça fait bien d'enlever. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Tout le monde peut réussir. On espère que cet épisode vous a inspiré et vous a motivé à poursuivre vos propres rêves. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à liker, à nous laisser un commentaire et à partager autour de vous. Et surtout, vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochains épisodes. Souvenez-vous, peu importe d'où vous partez, avec de la passion et de la persévérance, tout le monde peut réussir. À bientôt!